concernant le parrainage. Vous avez vu que les éléments utilisés pour éliminer le président Laurent Gbagbo ne tiennent pas. Voilà. Donc, ce sont des faits. Vous savez, c'est très important. Avant qu'une situation ne puisse se produire, avant qu'il y ait une dégénération d'une situation, on fait ce qu'on appelle, on dresse le lit de la situation. Donc, on fait le bilan. Voilà. On essaie de poser le débat et on fait l'analyse de la situation. Donc, on permet à tout le monde d'être au même niveau d'information. Tapotez, s'il vous plaît. Tapotez. Il a parlé même. Il a parlé. Donc, on essaie d'être au même niveau d'information. Donc, c'est ce que le PPACI a fait. Le PPACI a fait cet exercice-là de nous expliquer les choses de façon beaucoup plus simple. Voilà. J'ai discuté aujourd'hui avec un frère qui m'a montré une image que je vais vous montrer. Je vais vous montrer cette image-là. C'est juste pour faire une petite digression, je sais pas. Voilà. Vous allez me dire si vous voyez. Oups, trop de lumière. Bon. C'est les 5 candidats qui ont été retenus lors des élections de 2000. Voilà, je sais pas. Bon, les écritures sont renversées, c'est normal. Donc, les 5 candidats retenus pour les élections présidentielles de 2000. Donc, c'était... il y avait Laurent Gbagbo qui a été retenu, il y avait Robert Gueye qui était retenu, Francis Audier et Nicolas Dulot. Donc, les gens du RHDP disent comme ça que Ouattara, il tient sa revanche. Voilà, donc il tient sa revanche sur le président Laurent Gbagbo, en ce sens que en 2000, il a été éjecté de la liste, et le président Laurent Gbagbo, lui, il a eu à compétir. Donc pour eux, ce n'est qu'une revanche qui a été prise sur l'histoire. Donc Ouattara a pris sa revanche sur le président Laurent Gbagbo. Donc pour eux, ce qui s'était répété, ce qui s'était fait 25 ans en arrière, revient maintenant, je veux dire, dans le centre de ce qui est en train de se passer. Donc, pour eux, Alassane Ouattara a pris sa revanche. A pris sa revanche sur le président Laurent Gbagbo. Donc, c'est pour ça que je vous ai montré l'image. Voilà. Ok. Donc, mettons-nous dans le cas de figure où c'est une répétition de l'histoire. Donc, envisageons que tout bêtement, c'est ce qui s'est passé en 2020 qui est en train de se reproduire en 2025. Mais il y a un point qu'il ne faut pas oublier. C'est vrai qu'en 2020, Ouattara n'a pas fait partie des candidats qui devraient compétir, mais ce n'est pas le fait de Laurent Gbagbo. En fait, c'est là où ils se trompent, parce que pour eux, si Ouattara n'a pas pu compétir en 2000, c'est parce que Laurent Gbagbo a certainement magouillé, c'est ce qu'ils disent. Voilà, c'est que Laurent Gbagbo, voilà, il a dealé au Robert Gueye et tout ça. Bon, je les laisse dans ces élucubrations-là parce que, bon, vous savez, eux, ils se consolent de tout pour justifier tout ce qu'ils vont faire. Ils sont obligés de s'accrocher à tout et n'importe quoi. Donc, les faits sont la chose la plus simple. C'est qu'en 2000, Laurent Gbagbo n'était pas président de la République. Mais en 2024, Alassane Ouattara, il est président de la République. Donc, déjà, partant sur cette base-là, au regard de ces 2 points, on n'est pas dans le même cas de figure. Parce que lui, Ouattara, il est président. Mais en 2000, Laurent Gbagbo n'était pas président. Ok? C'était Tia Koné qui était le président, je crois, du Conseil constitutionnel à l'époque. Et Tia Koné, il avait été nommé par... Tia Koné a été nommé par Alassane Ouattara, par Robert Gueye. Ok? En 2025, Chantal Camara, elle est nommée par Alassane Ouattara. Alors qu'en 2000, Laurent Gbagbo n'étant pas président, il n'avait pas la latitude de nommer... il n'avait pas latitude de nommer le président du Conseil constitutionnel. Donc, Laurent Gbagbo n'avait pas les moyens d'éliminer Alassane Ouattara de la course à la présidentielle de 2000. Donc, dire que Alassane Ouattara rend son coup à Laurent Gbagbo, c'est faux. Parce que le président Laurent Gbagbo, comme je suis en train de vous l'expliquer, n'avait pas la latitude d'éliminer Alassane Ouattara en 2000. Il n'avait
nullement en main les manettes ou les leviers du pouvoir. Donc, il ne pouvait pas, d'une façon ou d'une autre, empêcher Alassane Ouattara d'être candidat. Donc, si Ouattara n'a pas pu être candidat en 2000, c'est pas du fait de Laurent Gbagbo. Donc, ils ne peuvent pas se venger du président Laurent Gbagbo. Mais bien au contraire, qu'est-ce que le président Laurent Gbagbo a fait? Avant d'arriver à ce que le président Laurent Gbagbo a fait, attends, je vais voir qui demande à monter. Ouais, attends. Ouais, toi, bon arrive. Donc, je faisais juste, je voulais revenir juste sur ce petit fait là parce que ils en parlent et ils veulent se servir de ça pour justifier un peu, pour dire bon, nous en 2000, Laurent Gbagbo nous a éliminé tout ça. Donc, je suis en train de remettre un peu le contexte en place et je suis en train de faire comprendre certaines choses. Donc, pour eux, c'est du bis repetita. Ce qui s'est passé en 2000 est en train de se reproduire en 2025. Donc, Alassane Ouattara tient sa revanche sur Laurent Gbagbo sur le fait que Laurent Gbagbo aurait empêché Ouattara de compétir au présidentiel de 2000. Donc, je suis en train de dire qu'en fait, Laurent Gbagbo ne pouvait influer en aucun cas sur l'éligibilité ou pas de Ouattara parce que non seulement il n'était pas au pouvoir, mais en plus, c'était pas lui qui avait nommé le président du Conseil constitutionnel. C'était un candidat comme tous les autres candidats. Donc, si Ouattara s'est fait éliminer, qu'il aille s'en prendre au Conseil constitutionnel de 2000, mais pas à Laurent Gbagbo. Maintenant, ils disent que comme Ouattara prend sa revanche concernant 2000, donc c'est les faits similaires qui se reproduisent. Mais moi, il dit, alléluia. Moi, il dit, alhamdoulilah. Si ce sont les mêmes faits qui se reproduisent, ça veut dire que lui, Ouattara, il va rentrer dans la poubelle de l'histoire. Parce que lors des élections, mais c'est bien le président Laurent Gbagbo qui a gagné, mais bien plus, Robert Guéhi, le général, a perdu les élections. Et on sait de quelle façon il s'en est allé. Donc, si eux, ils veulent remettre l'histoire au goût du jour, ça veut dire que l'ex-président Alassane Ouattara, bien évidemment, va connaître la même sortie de route. Voilà. Parce que Robert Guéhi a voulu faire la chose suivante. Il a voulu s'accaparer des résultats et il a voulu se proclamer président en dépit des résultats qui ne le portaient pas comme favori ou qui ne le portaient pas comme, comment on appelle ça, le candidat gagnant. Voilà. Dans tous les cas de figure, moi, je tiens à vous rassurer. Je tiens à rassurer tous les Ivoiriens, honnêtement, qui nous regardent. Il n'y a rien qui est tard, il n'y a rien qui est gâté. Il y a absolument... Ce qui est en train de se passer là, c'est le cours normal des choses. De toutes les façons, personne n'est dupe. On savait très bien que ça allait se passer ainsi. On savait très bien que le président Laurent Gbagbo n'allait pas faire partie des candidats qui allaient compétir et tout ça. Donc ça... Quand je vais refaire mon truc comme ça, ceux qui veulent monter... Oups, on va monter. Tanguy, pardon, hein, je vais refaire mon truc là. Voilà, comme ça. Ceux qui veulent monter, vont monter, comme on va faire un panel. Voilà. Donc, ce que j'ai envie de dire, je vais dire que ce qui est en train de se passer là, c'est la suite normale, voilà, des choses. C'est-à-dire que on est dans la norme. C'est exactement ce qui était prévu se passer qui est en train de se passer. Donc, on ne doit pas être étonné, on ne doit pas être choqué outre mesure. Parce que, en décidant de mettre en place le fonds commun, c'était en prévision des futures batailles à venir qui nous attendaient. Sinon, si c'était dans le simple but de préparer les élections, je pense que chaque parti politique serait parti en rang dispersé. C'est-à-dire que on n'aurait pas eu besoin de faire un fonds commun, on n'aurait pas eu besoin de lancer un mouvement citoyen. Trop c'est trop, où on appelle tous les Ivoiriens à se retrouver dans cet ensemble-là. Donc, si c'était uniquement pour préparer les élections, chaque parti politique se serait préparé tout simplement. Voilà, le PPACI allait travailler à son projet de société, à sa campagne et comment convaincre les Ivoiriens sur la question du vote et tout. Le PDCI allait faire pareil. C'est-à-dire, on allait dans une ambiance normale des grands jours concernant la politique en Côte d'Ivoire. Donc, chacun allait travailler pour son parti politique. Chacun allait faire prévaloir ses intérêts. Mais du moment où les partis politiques ont décidé d'acter une union factice, une union factice, une union claire, transparente, et ne se sont pas arrêtés à cette alliance-là, ils sont allés bien plus loin. Ils ont mis en place les actes constitutifs de ce fonds commun. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est parce qu'ils savaient justement qu'on allait arriver à ce point-là qu'ils ont commencé à se préparer pour ce qui est en train de se passer. Parce que si tu veux faire tomber un pouvoir
tel que celui de Ouattara, qui est un pouvoir purement dictatorial, tu ne peux pas le faire comme un cavalier solitaire. Tu ne peux pas le faire seul. Parce que c'est le peuple qui peut faire plier les pouvoirs dictatoriaux. Et ça, c'est sûr de tous. Donc, il a fallu que les partis politiques, en griffe, ravalent leur orgueil, mettent de côté leurs prétentions, mettent de côté leurs intérêts, et puis décident de se mettre ensemble pour aller à la bataille. Donc, vous comprenez que depuis l'acte de la création du Front commun, on savait très bien que c'était pour, pas préparer les élections, mais pour aller à la bataille. C'est pour ça qu'ils ont mis en place le Front commun. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y avait pas que le Front commun. Avant que le Front commun ne se mette en place, il y avait la CAP. La CAP, où il y avait le parti de Madame Simone Eivé, le parti de Charles Blé, et puis tous ceux que vous connaissez. Mais vous avez vu que le PDCI ne s'est pas gêné de quitter ce groupe-là pour aller s'inscrire dans une alliance claire, une alliance, en tout cas sans ambiguïté, où chacun sait le rôle qui est le sien, une alliance dont les objectifs sont connus, sont ceux de tous. Vous voyez, non? Et aujourd'hui, la sortie du PDCI de la CAP donne raison au PDCI. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens étant dans la CAP n'avaient pas les mêmes objectifs qu'avaient le PDCI et le PPACI, qui sont les partis les plus représentatifs de l'opposition, mais les partis qui se sont véritablement inscrits dans l'acquisition des élections transparentes. La preuve en est, Simone Eivé, elle a dit clairement, hein, d'abord, elle a jubilé, elle était contente du fait qu'elle a été retenue. Elle ne s'est pas offusquée du fait que le Conseil constitutionnel a injustement retiré des candidats qui valablement pouvaient être présents sur les électorales. Elle ne s'est pas insurgée contre l'injustice flagrante faite aux autres candidats de l'opposition. Bien pire, elle s'en est réjouie et elle a plébiscité et félicité le Conseil constitutionnel. Donc ça veut dire que le groupement dans lequel elle était avec les autres partis politiques, donc la CAP, n'était qu'un groupement pour accompagner la candidature de Ouattara, d'où leur rencontre avec le RHDP, tout dernièrement, que vous avez pu constater. Donc, les gens sont depuis bien longtemps d'un plan commun. Donc, il y a ceux qui ont décidé d'accompagner Ouattara au mépris de la souffrance des Ivoiriens, et il y a ceux qui ont décidé de ne pas accompagner Ouattara, mais de dire non au 4e mandat, et d'appeler les Ivoiriens à se mettre en ordre de bataille. Donc, vous comprenez maintenant la naissance du Front commun. Voici le but du Front commun. Ce n'était pas, ou ce n'est pas une alliance pour les élections, c'est une alliance pour mettre fin au 4e mandat de Ouattara et arracher la Côte d'Ivoire des mains de ce bourreau-là, afin qu'on reparte sur une base beaucoup plus saine. Vous voyez? Donc, il a fallu, dès l'opposition, clarifier les positions de chacun. Voilà. Donc, vous-même, nous tous, on assiste honteusement à un scénario des plus rocambolesques quand on voit ceux qui se prévalaient d'être des combattants de la liberté en train d'accompagner Ouattara pour s'accaparer une 4e fois la Côte d'Ivoire. C'est invraisemblable quand on sait les conditions dans lesquelles ces élections-là vont se tenir. Si le Conseil constitutionnel n'arrive pas à dire le droit, ce n'est pas la CEI qui va dire autre chose. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces élections-là, si elles doivent se tenir, elles sont déjà pipées d'avance et on connaît déjà celui qui aura la tête du pouvoir. Tanguy, je te passe la parole. Et je te demande. Oui, merci pour ce panel, bro. J'espère que tu vas bien. Ouais, bien évidemment, hein, on est dans une situation dans laquelle les gens cherchent à faire des comparaisons, comme tu as dit, entre ce qui s'est passé en 2000, 99-2000 et puis ce qui se passe maintenant. Alors que, bien entendu, nous sommes dans deux cas différents et comme tu l'as si bien dit, le président Laurent Gbagbo, non seulement c'est pas lui qui a écrit la Constitution de 2000, première chose, parce qu'il n'était pas chef de l'État, il n'était pas président de la République. Deuxièmement, il n'était la Cour suprême d'alors dirigée par Monsieur Tiakone, c'est celle-là même qui a éliminé ce qu'elle devait éliminer. C'est pas lui qui les a nommés, donc il n'avait aucune autorité, d'accord, alors qu'il était membre Salut mon Afrique, alors qu'il était membre de l'opposition, il n'avait aucune autorité sur lui. Bien évidemment, bon, les gens cherchent à faire des parallèles parce qu'ils ont bien envie de se donner de la contenance, et c'est parce qu'ils essayent toujours, si tu as marqué le RHDP, j'aime pas dire RHDP, le RDR, parce que c'est de qui il s'agit, ils essaient toujours de faire des rappels, d'accord, pour justifier leur action. Et ce sont des rappels maladroits. On a vu que récemment, quand chaque fois qu'il y a une situation, ah oui, souvenez-vous,
À l'époque, les gens, même cette fois-ci, ils peuvent aller en prison, mais sous vous, les gens ne partaient pas en prison. On a vu Hams, celui qui sert de porte-parole du gouvernement, en ce moment s'exprimer de la sorte concernant le cas Ziggy. On a vu le fameux journaliste d'investigation de Griffe, parce que c'est pour moi, il n'a même pas les qualités ni tous les éléments nécessaires pour l'être, à dire, faire des rappels historiques de certaines personnes qui, selon lui, n'ont pas eu la chance, d'accord, d'aller en prison, mais que des gens auraient canardé au bord des rues, sur les rues de Yopougon, sur les rues du Banco, etc. Alors que je veux rappeler aux Ivoiriens que tous les cas qu'ils prennent, non seulement depuis qu'ils sont au pouvoir, ils n'ont pratiquement jamais fait d'enquête pour élucider les différents crimes qu'il y a eu sous la mandature du président Laurent Gbagbo, où il accuse ouvertement. Mieux encore, quand ils parlent de l'escadron de la mort, chaque fois qu'ils font des rapports, ils oublient de signifier que en France même, Simon Névé a gagné, d'accord, avec le président Laurent Gbagbo, ils ont eu leur procès contre un journal français. Pour dire quoi? Pour dire que les gens font des rappels historiques, ils font des rappels sélectifs, et c'est comme ça qu'ils agissent. Hein. Mais remarque, chaque fois qu'ils sont dans l'erreur, ils vont toujours chercher dans l'histoire, sous le président Laurent Gbagbo, quelque chose à dire. Ouais. Mais ils oublient de dire que c'est dans la nuit du 19 septembre 2002 qu'on a perdu les premières personnes en Côte d'Ivoire concernant cette crise-là, et on sait de quelle partie, de quelle partie de la Côte d'Ivoire elles sont ces personnes, et souvent de quel parti politique. Mais pour en revenir à la situation présente, eh bien, les gens oublient que, et tu l'as si bien dit, nous sommes en politique. Et en politique, là, avant d'agir, il faut poser le préalable. Il faut poser les faits. Il faut poser les différents faits, ce qu'on appelle en droit le fait générateur d'une action. Et c'est ce que le PPAC est en train de faire. Vous savez, la conférence qu'il y a eu aujourd'hui, ne croyez pas que les gens sont surpris. Hein. Ils ne sont pas surpris, et on n'est pas surpris de ce qui se passe. On n'en attendait pas, non moins du Conseil constitutionnel. Mais il faut les mettre à nu. Il faut que l'ensemble des Ivoiriens puissent savoir exactement que voici ce qu'ils sont en train de faire, voici ce qu'ils sont en train de faire, voici comment ils sont en train de manœuvrer pour être dans le faux. C'est pour ça que la conférence de Maître Abiba avec le père Danon DJ, moi je l'ai vraiment apprécié, je l'ai écouté 2-3 fois, histoire d'avoir vraiment l'ensemble de tout ce qui est dit. Mais voilà, sur le parrainage, c'est du faux. Et on le savait très bien que c'est du faux. Les méthodes de calcul sont fausses. Des simples arithmétiques de ce que la présidente même de la Cour suprême du Conseil constitutionnel dit, c'est archi faux. Vous voyez, alors là où on a déposé 125 000 parrainages, on dit qu'on n'a pas pu atteindre les 75 033 qu'on nous accorde à nous uniquement, d'accord, à atteindre. Sur quelle base, on ne sait pas. Donc voici des méthodes qui sont arbitraires, qui sont sélectives. Et moi, les parrainages, en tous les cas, tels que c'est fait en Côte d'Ivoire, dans notre pays, je les ai jamais appréciés, parce que pour moi, c'était purement éliminatoire. Pourquoi? Parce que c'est impossible. C'est impossible pour le candidat de vérifier la véracité, d'accord, de ce que le Conseil constitutionnel va dire, puisqu'on ne vous remet pas, d'accord, les marges d'erreur. On ne vous remet pas cela. Et on vous impose une marge d'erreur à corriger. Et si vous avez au-delà des 2000 something qu'ils ont dit, on estime qu'en 48 heures, eux seuls ils estiment qu'en 48 heures, vous ne pouvez pas les remplir. Mais si tu as suivi, si tu vas sur Facebook, que tu trouves le truc d'Assalé, tu vas voir que Assalé a produit un petit Excel sheet, d'accord, une petite feuille d'Excel, où tu vois exactement que là aussi il y a un gap. Il y a un gap. Et il a dit qu'on leur a volé combien de voix là? 11 000 something parrainage. Donc ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a un problème. Et même leurs propres calculs sont faux. Voilà, comment des gens qui ont déposé 125 000 parrainages, ils ont déposé un nombre qui ne correspond pas. D'accord, il y a des parrainages qu'on ne retrouve pas. Et c'est du grand n'importe quoi. Mais bon, moi je pense qu'ils ont juste voulu humilier le président, comme on l'a dit, mais ils ont surtout voulu dire que, bon, ok, même si on enlève cette histoire de procès et tout, dans tous les cas, vous ne pouvez pas être candidat parce que. Mais nous, aujourd'hui, on en prend la pleine mesure. Aujourd'hui, on a, nous, ce qu'on a déposé, on sait ce qu'on a déposé exactement comme parrainage. Et même si il doit avoir des marges d'erreur, parce que dans tous les cas, il peut y avoir des marges d'erreur, ok, on a déposé suffisamment, d'accord, pour couvrir toutes ces marges d'erreur. Donc, c'est à ça qu'on assiste. Donc, on fait l'état des lieux. On fait l'état de la situation. On informe la population, le peuple de Côte d'Ivoire de la situation. Et j'ai bien aimé quand Maître Abiba a dit, dans tous les cas, le peuple voit, le peuple est témoin, et le peuple en tirera les conséquences. Voilà. Mais ceux qui disent que, et j'ai bien aimé encore ce que Danon DJ a dit, le professeur Danon DJ, ceux qui disent que la décision du Conseil constitutionnel n'est pas valable pour les recours là, ils se trompent. Parce qu'en Côte d'Ivoire, il y a ce qu'on appelle une jurisprudence.
En 2010, le Conseil constitutionnel a donné le président Laurent Gbagbo vainqueur. Les gens ont fait ramener le Conseil constitutionnel pour se dédier. Ce qui fait que, dans ce cas précis, le Conseil constitutionnel, on va l'amener à se dédier. C'est ce qu'on appelle la jurisprudence. On va l'amener à se dédier parce qu'il n'a pas dit le droit. Voilà, ils n'ont pas dit le droit et comme on le dit, le Conseil constitutionnel n'est pas au-dessus de la Constitution. Une fois qu'elle ne respecte pas la Constitution, elle se décrédibilise et elle s'est décrédibilisée en plusieurs points. En plusieurs points. Donc, pour nous, cette décision-là, elle est nulle et de nul effet. Maintenant, quels sont les moyens que nous allons mettre en œuvre pour rendre cela nul? Vous le saurez très bientôt. Mais une chose est sûre, quand vous écoutez la conférence le PDCI, par la voix de son secrétaire exécutif, je pense, le maire Emou Sylvestre, il a dit que le pouvoir en place a laissé passer la dernière chance d'une alternance pacifique. Il a dit, c'est sur la page de Diaofoué. J'ai écouté ça tout à l'heure. Il a dit clairement, non, ça veut dire que ne croyez pas qu'on est là et puis les gens pensaient que dès que le Conseil constitutionnel allait parler, les gens allaient dans les rues. Non. Le président a dit qu'on ne sera pas dans les rues au moment où vous nous attendez. On sera dans la rue là où vous ne nous attendez pas. Et on sera dans une partie de la rue que vous n'avez pas prévue. Parce que et ça, c'est notre droit de contester. Nous allons contester. Je dis et je répète, ceux qui disent que le Conseil constitutionnel, là, ce qu'ils disent, ça n'a pas droit de recours, ils se trompent parce qu'en Côte d'Ivoire, en 2010, le Conseil constitutionnel s'est dédié. Le professeur Yaoundé avait annoncé le président Laurent Gbagbo vainqueur. Les gens ont pris le président Laurent Gbagbo, ils ont pris Yaoundé, ils ont fait dire à Yaoundé une autre chose qu'il avait différente de ce qu'il avait dit la première fois. Donc, en Côte d'Ivoire, il y a une jurisprudence au niveau du Conseil constitutionnel. Il peut se dédier. Et il va se dédier. Et nous allons l'amener à se dédier. Donc, pour ne pas monopoliser la parole, comme c'est mon premier tour, voilà ce que je voulais dire. Et je voulais dire aux camarades de rester tranquilles et sereins. Parce que nous sommes le PPACI et nous ne sommes pas des amateurs en politique. La Côte d'Ivoire nous connaît, notre patron, notre chef, ça fait plus de 40 ans qu'il fait la politique. Donc, voilà, le Conseil constitutionnel va se dédier, on va les amener à le faire. Et j'aimerais bien que vous partiez écouter aussi ce que le PDCI a dit. J'aime bien cette phrase-là. Ils ont passé la dernière chance d'une alternance pacifique. Voilà. C'est ce que je voulais dire pour mon premier tour de parole, camarade. Et puis, je salue ma sœur Dana. Dana qui vient de monter. Tu n'as pas le droit à nous emmerder aujourd'hui, Dana. Merci. Allez. Merci Tanguy. Ok, tu as dit... Ok, non, Dana, elle ne pourra pas s'amuser à nous emmerder parce que si elle le fait, je vais l'éjecter d'une façon peu conventionnelle. Ok, tu as dit bonsoir. Oui, le virage, mais envoie ta demande, bien sûr, ma soeur. Envoie ta demande, tu vas monter. C'est vraiment la parole qui est libérée pour qu'on puisse... Tu as dit, vas-y. Ouais, bonsoir à tous les camarades qui sont connectés. Bonsoir. Ouais, bonsoir, cher perdant. Bonsoir. Je vous cherche pour savoir où se trouve l'adresse de deuil. Vous savez, il faut être des bons perdants. Perdant par rapport à quoi? Eradi, s'il te plaît, il est 2 heures. Dans la joie de jeter. Moi, je rigole pas. Je vais descendre, Eradi, va capoter. Il y a Tanguy, comment tu vas? Si tu es venu pour représenter les moutons islam, moi, j'étais mauvais. Quel mouton? Moi, je suis derrière Omar. Vous-même, vous connaissez mon parti en Côte d'Ivoire. Moi, je suis derrière ma mère. Donc, je suis venu prendre la température, vous aussi. D'accord, donc, prends ton micro pour l'instant. Laisse-moi parler, après, tu vas devant ta voix. Vas-y. Ouais, d'ailleurs, mais c'est elle-même qui j'allais intervenir. Alors, bonsoir, chers camarades. Et puis, plaisir pour moi de voir ce panel de mobilisation surtout pour nos frères, confrères qui sont aussi sur le continent américain. C'est important en ce moment pour que beaucoup de parmi eux ne sont pas au courant, à part ceux qui suivent la politique très régulièrement. Mais je reviens sur la séance du Conseil constitutionnel. Mais c'est honteux même pour le continent africain. C'est honteux pour le continent africain. Et là où je vais attirer l'attention de tout le monde ici, j'avais constaté ça moi personnellement, mais Abiba étant une experte du droit, elle a fait un point d'honneur là-dessus. Vous voyez, on nous dit que quand tu n'es pas candidat, tu n'as pas le droit de faire une requête contre quelqu'un qui est candidat. Ce qui semble logique, le droit est très parfait à ce niveau. Mais en même temps, on accepte notre requête contre la candidate Yves Simon, mais on rejette notre requête contre le candidat Alassane Ouattara. Ça n'a pas de sens. Et là, la forfaiture est mise à nu. Ça
ça n'a pas de sens. C'est-à-dire, on n'est pas recevable à faire une requête parce que nos candidatures sont rejetées. C'est entendable. Mais en même temps, comme c'est politisé, pour montrer que quelqu'un a son micro, vous voyez, j'ai un retour, c'est très gênant. Voilà, merci. Et comme pour nous montrer que c'est politisé, et ça démontre parfaitement que la Camara, là, elle est là pour accomplir la mission qui lui a été confiée. Qui lui a été clairement confiée. Oh, je ne sais pas si c'est à mon niveau, mais franchement, j'ai un retour. Voilà. Qui lui a été clairement confié et franchement c'est pas joli à voir. C'est-à-dire on ne nous autorise pas à faire une requête contre Alassane Dramane Ouattara, mais ça même encore c'est pas grave, tu n'es pas candidat, tu n'as pas pu réunir tes parrainages, tu es inéligible, tu la fermes. Ça c'est entendable, mais elle en tant que présidente du Conseil constitutionnel, des gens qui sont qualifiés de sages, qu'est-ce qu'elle se dit sur l'article 55 de la Constitution ivoirienne, et qu'est-ce qu'elle dit sur l'article 183 qui frappe Alassane Dramane Ouattara d'une éligibilité, mais clairement, sans discussion, même pour les profanes du droit. Qu'est-ce qu'elle dit là-dessus? Elle ne s'est prononcée aucunement sur le cas Alassane Dramane Ouattara. Elle ne s'est pas du tout prononcée sur une éligibilité d'Alassane Dramane Ouattara. Elle encore était légitime à se prononcer dessus. Pourquoi? Parce que elle n'est pas ancienne présidente du Conseil constitutionnel. Et c'est en cela même que nous autres, là, on disait que bon, nous qui croyons à ce que, voilà, qui sont comme les Saint Thomas, on dit oui, c'est une dame, elle a été nommée, elle va dire le droit. Et donc, comme elle n'était pas l'ancienne présidente du Conseil constitutionnel, elle va certainement dire le droit et nous dit clairement que Alassane Dramane Ouattara est inéligible. Est inéligible. Donc, elle ne se prononce pas sur le fait que les tests qui ont été reconduits par rapport, comment on appelle, à la nouvelle constitution sont en vigueur. Et donc, automatiquement, ça rend Alassane Dramane Ouattara inéligible. Ça, c'est l'article 183. Elle ne se prononce pas là-dessus. Et pour dire clairement que Alassane Dramane Ouattara n'a pas le droit de faire un deuxième mandat. Vous voyez? Et puis, c'est que il y a beaucoup de personnes, parmi nous tous là, qui étaient tellement attentives, qui se sont permis de calculer tous les parrainages qui ont été annulés. Tous les parrainages qui ont été annulés, et on a constaté beaucoup d'erreurs encore dans les simples calculs des soustractions et de l'addition. C'est grave. Des simples calculs de soustraction et d'addition. Mais et là, tout de suite, on voit tout de suite, comment on appelle, la fouberie qui est cachée derrière cette histoire de parrainage. En fait, c'est un argument. Les parrainages, tu dis que tel nombre de personnes avec des pièces étaient en doublon, mais est-ce qu'il est possible, pour être encore plus transparente, est-ce qu'il est possible de publier la liste des personnes qui ont des fausses pièces d'identité? Parce que pour que des citoyens honnêtes se rendent compte qu'ils vivent avec des fausses pièces d'identité, ils ont payé des impôts avec, ils achètent des biens avec, et ils sont là, ils existent, ils savent pas qu'ils ont des fausses pièces d'identité. Mais je vais même encore plus loin pour dire, d'ailleurs, le PPACI est arrivé à la CEI aux environs de 10 heures. Et ont quitté la CEI à 22 heures. Ils avaient, selon le PEX, Dano Guigué, le président exécutif, ils avaient rassemblé les 33 régions même. Mais, comme le PPACI était une partie très crédible et se veut vraiment judicieux, quand dans les vérifications des parrainages, de tous les parrainages, parce qu'il y a eu vérification, c'est pour ça qu'ils ont fait 12 heures là-bas. Dans les vérifications, dans 5 régions, il y avait ce genre d'amalgame là, ils les ont éliminés. Ils ont éliminé 5 régions. Ils ont gardé les 27 régions. Pendant que le test du Conseil constitutionnel demande juste 17 régions. On a rassemblé 27 régions, c'est-à-dire 10 régions en plus. Ça, c'est de deux. Mais en plus. Ne finis pas tout, hein, comme c'est le premier tour de parole. D'accord. Donc, pour l'instant, franchement, je m'arrête là. Mais la supercherie et la fouberie est claire. Voilà. Je vais m'arrêter là. Je pense que je vais faire un deuxième tour de parole, puis je vais descendre parce que demain, ici en France, nous on fait une grosse marche. On doit faire tomber Macron demain. Merci. Merci, Géraldine. La parole? Mais tu as monté, ça vous prend la parole, vas-y.
Non, moi, je suis venu vous fatiguer là et puis tu m'as fait monter. Bon, je donne mon avis. Je sais que ça ne peut peut-être pas plaire aux gens. Déjà, je vous avertis, hein. Moi, je parle des histoires de la Côte d'Ivoire parce que mon frère Tanguy et moi, la mère de Tanguy et mon père sont même pas mes mères. C'est pour vous dire que le monde est petit. Tanguy est gabonais, même s'il n'assume pas, il a honte de ses origines gabonaises. C'est un Ivoirien né en Côte d'Ivoire, mais sa mère est gabonaise. Donc, il faut savoir qu'on fait la politique là, c'est inné. On est né pour faire de la politique. Donc, lui, il fait la politique en Côte d'Ivoire, moi, je fais la politique au Gabon. Mais. On est un parti inclusif. Hein. Tu dis quoi? On est un parti politique inclusif, c'est la preuve. On s'en fout de ça. C'est les gens qui pensent que nous sommes racistes, nous sommes comme la petite balise. Voilà. Je sais. Non, merci de la personne qui nous suit. Non, parce que vous, les panélistes, comme les fidèles de Kakou Philippe, c'est-à-dire, il n'y a rien, quoi. On ne peut pas vous donner conseil. C'est la fille de Simon Teivé, les traites à la nation. Voilà, je suis la fille de Omar. Mais là, je vais faire une analyse politique. Donc, ne me prenez pas au mot, parce que je suis profane, mais je donne mon analyse. Je ne sais pas, Yaya Tanguy, si tu étais où, Hans, là, l'année passée, on était chez le fou de Mitibala, là. On était là-bas. Et j'avais dit ceci, qu'il faut faire attention. Je pense que de mon point de vue et la petite analyse que j'ai en tant que politique, Awadon Melo allait être le cheval de Troie, c'est-à-dire c'est lui qui allait créer la surprise. Et lorsque j'ai appris qu'il est venu, justement, il est rentré à Abidjan pour annoncer à tout le monde qu'il ambitionnait, parce que c'était évident. Tu peux pas te battre pour avoir un poste aussi important dans les BRICS pour juste, comment vais-je dire, végéter. Ça veut dire que tu as quand même un agenda, ok? Maintenant, à tort ou à raison, je ne sais pas pourquoi il veut faire exclusivement de la politique, mais j'ose espérer, ayant fait ses classes auprès de Monsieur Laurent Gbagbo, qu'il a l'ambition peut-être de changer les choses en Côte d'Ivoire. Donc ça, j'avais déjà prédit, parce que je vous ai dit que je suis une pronostiquaire politique. Maintenant, le reproche que j'ai fait, et les gens étaient tellement passionnés qu'ils n'ont pas compris le message que je porte. Et même chez moi au Gabon, les gens ne comprennent pas. Mais nous qui vivons en Amérique du Nord, on se comprend. Pourquoi? Bon, pas vous, parce que vous, les gens de Gbagbo, je pense que l'esprit gore là, vous envoûte. Vous êtes envoûtés. Voilà. Vous savez que la politique américaine, même quand vous prenez le préambule de la Constitution des États-Unis, vous savez que c'est un héritage que les pères fondateurs légifèrent à leur postérité. Et sur le point de vue des systèmes politiques africains, on n'a pas encore atteint ce niveau de maturité. Généralement, que ce soit sous l'ère au fouet, hein, ça se passe aujourd'hui d'ailleurs en politique au Gabon, à la mort d'Omar Bongo, son parti au pouvoir n'a pas subsisté. Il a agonisé, certes son fils a hérité, peut-être de manière injuste, mais au-delà de ça, le PDG, parce que c'est le parti au pouvoir comme à l'époque au temps du père Ofoué, le PDG est en agonie totale. Pourquoi? Parce que les systèmes politiques n'ont pas une capacité de pérennisation et de légifération. Faudrait comprendre une chose, je suis pas contre un système qui exclut les vieux, parce que j'estime qu'ils ont de l'expérience. Ils sont capables de voir par expérience ce que nous les jeunes, même debout sur une échelle, on ne peut pas voir. C'est pourquoi les vieux doivent porter la jeunesse sur leurs épaules afin de les instruire à devenir les dirigeants de demain. Moi, j'ai fait du lobby aux États-Unis et lorsque j'allais au State Department, exemple, j'étais très impressionnée de voir des jeunes personnes âgées de moins de 20 ans qui déjà accompagnaient justement les artisans de la politique et des relations internationales. Donc, il y a une volonté manifeste de ce système politique à préparer la jeunesse d'aujourd'hui pour les situations de demain, ce qui n'est pas le cas dans les systèmes politiques africains. Ce qui se passe au jour d'aujourd'hui, c'est que c'était évident. J'ai même pas besoin de regarder dans le tarot de Marseille pour voir que le système en place, donc le RHDP, RDR, allait organiser une élection monochlore. Parce que Omar Bongo nous le disait, on n'organise pas une élection pour la perdre. Qu'on le veuille du point de vue constitutionnel, ils vont même utiliser même la force militaire comme dernier recours. Quand j'ai regardé, exemple, l'intervention de cette juge, donc je pense qu'elle appartient au Conseil de la magistrature constitutionnelle, mais c'était évident qu'elle vienne prêcher en faveur de celui qui l'a nommé. Vous savez qu'on n'a pas on ne respecte pas le principe de la séparation des pouvoirs en Afrique. Pourquoi? Parce que ce sont les présidents qui jugent les magistrats. Ce sont les présidents qui jugent, qui nomment les juges d'instruction et j'en passe. Le dispositif judiciaire qui a la responsabilité de quoi? De contrôler l'action de l'État et de sanctionner l'action de l'État sont déjà à la merci de ce système-là qui les nomme. Donc nous sommes dans un principe de totale anarchie. Moi, je me pose la question de savoir, à la veille d'une élection aussi importante, comment se fait-il qu'un parti qui a exercé le pouvoir
n'a pas tenu compte du fait que, ok, au-delà du fait que nous idéalisons et nous respectons le combat de M. Laurent Gbagbo, qu'on le veuille ou pas, moi je le dis, Gbagbo c'est le Mandela de ma génération. Est-ce que vous comprenez? Gbagbo est à l'Afrique francophone ce que Mandela a été à l'Afrique anglophone. Mais au-delà de ça, il faut que nous soyons prêts à continuer le combat. Parce qu'aujourd'hui, M. Gbagbo, même comme M. Thiam et consorts, ce sont des gens qui sont beaucoup plus proches de leurs souvenirs que d'un avenir. Comment vous avez des jeunes personnes comme Hans, comme Tanguy, comment ne peuvent-ils pas devenir à cette heure-là? Oui, vas-y, Yaya, je te donne ta motion. Fini, je ne vais pas te couper. J'ai appris toi, je peux. Une potentielle alternative au cas où ceux-là sur qui on compte ne peuvent pas, c'est-à-dire aller à l'élection. Il fallait quand même préparer un successeur. Et c'est pourquoi je l'ai dit à titre préventif que quand je regarde Awa, c'est vrai que nous sommes dans la réalité de la France-Afrique. Mais au-delà de ça, la France n'a plus les compétences militaires, elle n'a plus la ressource humaine et encore plus particulièrement financière pour pouvoir exercer un pouvoir de domination comme il y a 25 ans, comme il y a 30 ans en arrière. Qu'on le veuille ou pas, même l'Amérique va se conformer à cette réalité. Nous partons de l'unipolitarisme au multipolitarisme. Donc, Awa Don Melo, certes, il peut ne pas être compris. Certes, on peut ne pas aimer peut-être sa posture, mais je suis désolé, c'est un futuriste. Maintenant qu'on a invalidé le Woody, qu'est-ce qui va se passer? Parce que moi, j'appelle justement, et comme on l'a fait au Gabon, c'est ma génération qui a imposé en allant aux urnes. Certes, on savait que Ali Bongo n'allait pas gagner cette élection parce que le divorce avait déjà été enclenché avec la population. Mais on a exigé les leaders de l'opposition à se rassembler autour d'un idéal commun et d'aller en rang serré au nom de quoi? Au nom de l'alternance. Est-ce que vous allez faire preuve de responsabilité pour dire que nous allons mettre nos égos de côté puisque c'est l'intérêt suprême de la nation et que la Côte d'Ivoire doit rester indivisible? Pourquoi? Parce que les hommes passent, mais la République demeure. Vous êtes d'accord avec moi? Moi, je pense qu'on vous ouvre la possibilité aujourd'hui de pouvoir aller en négociation et de nous donner, parce que nous sommes des pronostiquaires et nous sommes des analystes politiques. On vous regarde. C'est un match important. Il y a deux pays qui ont rendez-vous de manière historique avec leur avenir. Le Cameroun de Paul Biya et ses créatures et les Ivoiriens qui nous ont démontré que c'est un peuple qui sait se battre lorsqu'il désire quelque chose et en particulier son alternance. Donc, je vais vous donner l'émotion et je vais peut-être répondre si vous avez des questions. Merci. Merci Dana. Bon, tu sais qu'on va répondre. Tanguy, vas-y d'abord. Après, je crois qu'il y a Teradi qui veut faire une motion. Ouais, je vais intervenir sur ce que ma petite sœur Dana vient de dire. C'est ma sœur, hein. Comme elle a dit, ma mère est la grande sœur de son père, donc voilà. Donc elle est gabonaise, moi je suis ivoirien. Ouais. Donc je suis gabonais 50% par ma mère. Donc voilà ce que je veux dire. Yes. Excusez-moi. Oh, ce que je veux dire à Dana, qui est une influenceuse, analyste politique très très connue au Gabon, qui influence vraiment la vie politique au Gabon depuis très très longtemps. Donc vous voyez comme elle a dit, la politique, hein, c'est dans le sang. Mais ce que je vais lui dire, c'est que le contexte en Côte d'Ivoire est différent. Il est totalement différent. Ce n'est pas une question d'avoir un successeur ou pas. Les différents partis politiques se préparent, d'accord, à chaque fois avoir des successeurs. Mais en Côte d'Ivoire, d'abord, première chose, le PPACI, c'est un parti socialiste. Et chez les socialistes, on ne tolère pas l'injustice. Ça, c'est la première chose. On est en face d'un cas d'injustice qui court depuis plusieurs années. Le président Laurent Gbagbo a été injustement envoyé à la CPI. Grâce à Dieu, la CPI l'a relaxé. Il arrive en Côte d'Ivoire. Ok, dès qu'on le relaxe, on lui impose un procès. Alors qu'il y a la CPI, on le juge, on ne le notifie de rien. La cour qui doit le juger en tant qu'ancien président de la République, c'est pas cette cour-là qui le juge. Donc, on est en face de plusieurs injustices. À ce moment-là, faut-il consacrer l'injustice ou faut-il se battre contre l'injustice? Voici la question essentielle à laquelle le PPACI répond. C'est tout. Et ensuite, on le dit, notre liste électorale est fausse à 70%. Le PPACI l'a démontré, le FPI d'Afinguessan l'a démontré, le PDCI de Tidiane l'a démontré. Les trois rapports déposés ont donné les mêmes résultats. Ce qui veut dire que le jeu électoral est faussé. Donc à partir de cet instant, ce n'est plus une question de X ou Y. C'est une question d'avoir un jeu électoral sain, de réparer les injustices et puis d'aller au combat. C'est pour ça que je suis contre tous ceux qui disent « Bah non, prenons X, prenons Y, allons-y, et puis si on se met ensemble, la liste électorale là,
elle est faite pour que Alassane Ouattara gagne au premier tour n'importe quel adversaire dans les cieux et sur la terre, même sous la terre. Voici ce que nous combattons. Donc ceux qui sont aujourd'hui contents d'aller aux élections, là, ils savent très bien qu'ils vont juste valider une forfaiture. Et puis ensuite, on ne peut pas consacrer l'injustice jusqu'à Alassane Ouattara, il va faire un 4e mandat, alors que la constitution de l'article 55 l'en interdit. Donc ce sont des questions d'injustice. Donc est-ce que pour ça, les gens prennent le cas du Sénégal où à un moment, je crois que c'est Abdoulaye Wade, donc, qui doit faire un 3e mandat, ils sont mis ensemble. Mais attention, quand le jeu électoral est simple, quand on a des institutions qui sont fortes, vous pouvez vous permettre de prendre une alternative et puis aller contrer le gars. Mais la liste électorale, elle est fausse. Est-ce que tu te rends compte que le Conseil constitutionnel, hier, se permet de dire que des gens sur les parrainages ont des fausses cartes d'identité, les numéros des cartes d'identité sont fausses? Ça veut dire quoi? Les gens ne sont pas assis dans les bureaux pour fabriquer. Ce serait stupide. Ça veut dire qu'on a un état civil qui est faux. Ça veut dire qu'aujourd'hui, là, moi, je ne peux pas vous dire que ma carte d'identité, là, le numéro, il est vrai, parce qu'il peut être ailleurs. Donc, les problèmes de la Côte d'Ivoire sont beaucoup plus profonds que des problèmes de succession, des problèmes de personnes. Awa Domelo, là, on peut te faire sortir des déclarations ici où il dit lui-même, il y a 2-3 mois, que le jeu électoral est faux. Donc, même, il sait très bien qu'il va perdre les élections. Donc voilà, Simone Gbagbo sait très bien, elle va dans ces élections des pères. Et ça, on n'a pas besoin d'être devin. Hein. Tu n'as qu'à prendre la liste électorale et tu fais. On a déjà fait des démonstrations ici sur Internet. Donc le contexte, il est vraiment différent. Ici, on veut d'abord réparer des injustices. Et puis, qui sait, peut-être que dans 1 an, le président Gbagbo va dire, bon, écoutez, les injustices sont préparées, sont réparées, ou bien dans 3 mois, les injustices sont réparées, etc. Donc, allez, je passe la main à quelqu'un d'autre. Mais en ce moment-là, on doit réparer l'injustice, c'est ce qui nous intéresse. Merci. Attends, on va aller un peu plus vite, comme on a d'autres panélistes, donc ne pas les faire attendre en longueur. Effectivement, je vais répondre après. En 1 minute rapidement, donc Teradi va te faire la motion rapidement, et puis on va passer le tour de parole, pour que au moins les autres panélistes aient au moins leur premier tour de parole. Donc vraiment, sois très très précis, s'il te plaît. 1 minute, merci. Merci beaucoup pour la motion. Dana, ce que tu dois comprendre, déjà nous on n'est plus dans les débats, hein. On n'est même plus dans une dynamique de débat en ce moment. En ce moment, on est en train de faire de la mobilisation, on est en train d'éclairer nos militants pour qu'ils sachent réellement ce qui se passe. Mais bon, c'est toi Dana, tu viens pour t'intéresser à notre politique, on te l'accorde. Ce que tu dois comprendre concernant la candidature du président Laurent Gbagbo, si on a réussi à résister toutes ces années qu'il était à la CPI, qu'il est sorti de prison, le parti s'accorde c'est accordé depuis longtemps. Les militants du PPAC, les militants de gauche se sont accordés à lutter avec lui contre cette injustice-là. Aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo, c'est une figure de combat pour nous. Voilà. C'est une figure de combat pour ce combat de gauche. Parce que contre nous, Alassane Ouattara est petit dans ce combat qu'on mène aujourd'hui. Notre combat le mène contre les impérialistes. Et donc, le président Laurent Gbagbo est la meilleure figure, le meilleur cheval de Troie pour pouvoir montrer à l'Occident, face à ce combat, à cette injustice-là. C'est seulement face à cette injustice, mais face à cette alternance-là. Non seulement ça, mais quand tu prends le cadre Awa Domelo, oui, on est en démocratie. Déjà, ce que tu dois savoir, à la création du PPACI, Awa Domelo avait déjà fait cette requête. Il avait déjà fait cette requête de vouloir être le candidat, sinon le président du PPACI ou le candidat du PPACI, mais il a été mis en minorité. Quand tu as été mis en minorité à la création du parti, d'où vient le fait que tu viens évoquer une histoire mais tu t'alignes dans les rangs avec les camarades pour mener le combat de gauche, pour qu'on puisse aller contre la dictature, contre l'impérialisme. Mais d'où maintenant vient le fait que toi, qui t'es dit démocrate, tu viens parler de candidature de substitution. Non, il n'est pas sérieux, le monsieur. Il n'est pas sérieux. Et si c'est ça l'alternance, c'est pas une alternance, ça. Voilà. À gauche, on sait comment on lutte, on sait comment on résiste contre l'impérialisme. Voilà. Merci. Dana, 1 minute ou 2 maximum pour que les autres puissent répondre. Merci beaucoup. Je crois que je vais juste donner mon tour et je vais répondre parce que j'ai compris le point de Tanguy et puis de Teradi. Donc, je vais laisser la possibilité aux autres de s'exprimer et je vais revenir dessus parce que je veux vraiment avoir le temps de pouvoir développer. Il n'y a pas de problème, donc reste avec nous. Je vais passer la parole d'abord le virage parce que c'est la dame après Dana et ensuite Evangelis et puis les 2 frères, mon frère Équilibre et puis Tendance. Le virage, vas-y ma soeur. Ok, oui, alors bonsoir, Tanguy, bonsoir Teradi, bonsoir à tout le monde sur le panel. Ok, nous ne dormons pas à cette heure, voilà, parce que pour la cause de la Côte d'Ivoire, une bonne cause pour la cause de notre nation. Ok, j'étais en train de chercher la vidéo de Madame Gbagbo
à Figayo. Oui, à Figayo. Bon, dans pas trop. Bon, si c'est trop, c'est 3 mois. Voilà. Elle était en train de dire, on ne peut pas aller à un 4e mandat parce que c'est De qui anticonstitutionnel. vous parlez? Madame Nadi Bamba ou bien vous parlez de qui? Parce que il y a plus, c'est elle qui est Madame Gbagbo, hein. Si c'est Oman, c'est Madame Yves. Merci, je vous Non, remercie. mais je ne suis pas d'accord avec toi parce que hier même, c'était inscrit Madame Eive, Simone Eive Gbagbo. Et c'est pour vous dire encore que, voilà, en Côte d'Ivoire, on doit fermer toutes les facultés de droit. On doit fermer les palais de justice parce qu'il n'y a pas de droit. Tu vois que toi-même, tu me contredis. Je suis consciente qu'elle n'est plus mariée au président Laurent Gbagbo. Mais comment ça se fait qu'elle mettait le nom du président Gbagbo sur son nom? À la vérité, le nom du président Gbagbo donne une onction particulière. À partir du nom du président Laurent Gbagbo, tu deviens quelqu'un. C'est ce qui est vrai. Moi qui te parle, je ne suis pas un PPACI. Tout le monde le sait, je suis PDCI. Mais je vis la politique de mon pays. Et je ne suis pas quelqu'un à qui on raconte la politique de son pays. Parce que moi, j'ai vécu la politique de mon pays depuis belle lurette jusqu'à aujourd'hui. Et donc, je sais de quoi je parle. Alors, Madame Simone Eive, qui veut forcément qu'on l'appelle toujours Gbagbo, dit que elle n'était pas d'accord pour un 4e mandat. Car le 4e mandat était anticonstitutionnel. Mais comment, diantre, hier, son nom figure sur la liste électorale et elle vient dire que le Conseil constitutionnel a lui le droit. Quand on parle de Simone Eive Gbagbo, ce n'est pas une personne lambda. Donc, c'est pour dire en quelque sorte que cette dame, en réalité, c'est maintenant je comprends. Parce que, comme le dirait un dicton chez nous, que quand un vieux sage est assis, il voit plus loin qu'un jeune arrêté. Moi-même, j'ai critiqué le président Laurent Gbagbo par rapport à la réaction qu'il a eue à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny à Abidjan, son retour de la CPI. Mais en effet, ce monsieur est un visionnaire, il savait ce qu'il vivait et il savait avec qui il vivait. Regardez une dame, aujourd'hui, une mère, qui aujourd'hui met le peuple ivoirien à dos pour ses propres intérêts. Alors c'est grave ce qui arrive à la Côte d'Ivoire. C'est dangereux ce qui arrive à la Côte d'Ivoire. Parce que nous devons penser nation que de penser à nos intérêts personnels. Comment comprendre que le président, parce que là, moi, je vais parler de mon leader, le président Tidiane Thiam. Mais je dis, comment comprendre que le président Laurent Gbagbo, qui a été président de ce pays qui est la Côte d'Ivoire, ne puisse pas avoir les 1% du parrainage? Henriette Lagou, est-ce que vous la connaissez? Même pour des Ivoiriens, ils ne la connaissent pas parce qu'ils ne savent pas que cette dernière-là était la fiole du président, paix à son âme, Henri Konan Bédié, qui a trahi le PDCI et aujourd'hui, qui est RDR. Alors, on veut nous faire comprendre que cette dame-là puisse avoir un parrainage pendant qu'ils n'ont jamais eu de meeting. Tape tout à l'heure sur Google, meeting Henriette Lagou. Tu verras si elle-même, elle a au moins 10 personnes qui pourra venir ou bien elle a une vidéo qui peut illustrer. Nous sommes en train de dire que la Côte d'Ivoire est en train de tomber dans les ténèbres. Alors, nous ne pouvons pas accepter cela. Alors, comment comprendre que Henriette Lagou, qui défendait, parce que je voulais faire sortir ces vidéos-là, pour qu'on comprenne où est-ce qu'on s'en va. Le Conseil constitutionnel est sous les ordres d'une seule personne, de Alassane Ouattara. Et le Conseil constitutionnel ne dit pas le droit. Parce que quand on arrive sur mon président, le président Tidiane Thiam, elle va faire lire je sais pas quoi, jusqu'à ce qu'elle-même se pète à l'intérieur pour dire que encore le PDCI, qui est le plus grand et le plus vieux parti de la Côte d'Ivoire, son leader qui est élu à 99%, pour une seconde fois, à moins de combien de semaines, ne puisse pas avoir 1% de parrainage et qu'il y a eu des parrainages qui ont été, qui ne sont pas, qui ont été, oh voilà, je ne sais pas comment ils ont nommé ce mot-là, qui ne sont pas normaux, en fait. Donc, c'est pour dire que, en effet, elle jette l'opprobre sur des grands partis qui peuvent en réalité créer plus qu'un obstacle au RDR, RHDP, qui est en réalité un parti minoritaire, presque inexistant, mais qui existe dans la violence
et dans certains activistes. C'est tout. Donc, nous sommes en train de dire que, bon, comme nos leaders, ils n'ont pas encore donné leur mot d'ordre et ils sont en train d'étudier parce qu'ils savaient déjà que les deux leaders ne figuraient pas sur la liste électorale, mais ils ont essayé de montrer la carte de la démocratie. Voilà, parce que nous ne pouvons pas, comment on l'appelle, survoler certains aspects des choses. Donc, on a essayé, en quelque sorte, de battre toutes les cartes. Mais on a vu que le RHDP est dans une mauvaise posture. Donc, il vit d'une mauvaise foi pour pouvoir non seulement discréditer des grands partis comme le PDCI et le PPAC. Alors, on fait passer M. Laurent Gbagbo comme un faussaire qui a fait, en quelque sorte, qui a usurpé une identité. Parce qu'on dit sa date de naissance, il force je ne sais pas quoi. Attendez, de qui se fout-on? Quand on dépose les dossiers, on contrôle tout avec le président de la CEI avant de sortir de la CEI. Mais qu'est-ce qui fait que on vient nous dire aujourd'hui que la date de naissance n'est pas la date de naissance, ceci, ce n'est pas cela. Et voilà, c'est la même chose avec le président Tidjane Dia. Et moi, ce qui me fait le plus mal, je vais le répéter, c'est Madame Eivé. C'est ce qui me fait le plus mal, c'est elle. Parce qu'en effet, elle n'était pas à l'opposition. Quand le président Tidjane Thiam disait qu'il y a d'autres qui sont à l'opposition, qui sont dans l'opposition, mais qui ne sont pas à l'opposition, c'est avec elle, j'ai bien vu cet aspect. Alors, quelqu'un qui était dans la CAP Côte d'Ivoire avec le président Tidjane Thiam. Et aujourd'hui, on ne lit pas le droit, on parle pas, elle ne dit pas que non. C'est vrai que moi, on m'a retenu, mais je suis contre le fait d'un 4e mandat qui est anticonstitutionnel déjà. Elle n'a pas dit ça. Mais elle a salué. Alors, elle montre à la communauté internationale qu'elle abdique et que c'est normal que Ouattara se représente encore une énième fois. Alors, avec elle, son statut qu'elle a et autres, franchement, je suis très déçu d'elle. Je suis très déçu d'elle. Maintenant, moi je dis le cas Awa Dombello et Bion, c'est la même chose. En fait, ce sont juste des imposteurs qui se sont positionnés, des gens qui se disent qu'ils ont travaillé au BRICS, d'autres disent que eux ils sont les meilleurs employeurs pendant qu'ils sont même pas les meilleurs, ils sont pas le président de la CIFCA, bien au contraire ils ont 40% et en plus des 40%, il a son grand frère qui a les 20% et il a lui et son frère partagent 10%, ils se jouent les employeurs, le plus grand employeur de la Côte d'Ivoire qui est Bion déjà. Alors, je dis que ces imposteurs là, quand vous les voyez, on savait déjà que, voilà, eux, ils étaient déjà achetés, ils étaient dans la poche de Ouattara. Henriette Lagou, elle, bon, je ne sais pas, elle, le RDL a sécurisé là. Pourquoi? Parce que il se dit, il peut advenir que Bion, que Eivé Gbagbo et que Don Melo puissent se rétracter. Mais si Henriette Lagou, qui est le pion du RHDP, est là, il ira aux élections avec elle. Alors, elle est là juste pour sécuriser au cas où les 3 autres se rétractent. Voilà la carte qui est donnée. Alors, je vais chuter pour ne pas trop monopoliser pour la première partie. Voilà, je vais chuter là pour dire que Madame Gbagbo est en effet la déception. C'est elle. C'est pas Nabana. C'est Madame Gbagbo qui est la déception de la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Alors, merci. Merci le virage. Merci ma soeur. Toujours pimpante, toujours droite dans ses bottes. Avant de passer la parole à Évangéliste, tendance, mon frère, le lion de Dieu, je connaissais pas ce compte-là, donc c'est pour ça que je l'ai pas reconnu tout de suite. Je vais relever un fait. Assali Temoko a dit une chose aujourd'hui. Il dit que dans les jours qui viennent, il va juste adresser une requête, pas une requête de contestation. Hein. La seule chose qu'il va faire, il va adresser une requête afin d'obtenir la liste des 11 345 personnes dont le parrainage a été annulé pour faux numéro de CNI. Est-ce que vous voyez ce qu'il est en train de faire? Ce qu'il est en train de dire? Oui, Mathieu, bonsoir. Hein? Donc, en fait, il dit, il va demander à la CEI, bon, donnez-moi les 11 000 personnes qui m'ont parrainé là, et dont le parrainage a été annulé parce qu'ils auraient des fausses pièces de CNI là. Donnez. Est-ce que vous voyez? Regardez quelque chose pour le cas du président Laurent Gbagbo. Je suppose aussi pour les autres partis. On a fait le parrainage sur la base de 2 éléments importants. Sur la base de la CENI
et sur la base de la vérification de la présence des parrains sur la liste électorale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu viens donner ton parrainage là, tu donnes ta CNI. OK? Et puis, on s'assure que tu es bel évidemment bien présent sur la liste définitive 2025 sur le site internet de la CEI. Donc, ce sont des informations du gouvernement qu'on prend pour inscrire nos parrains sur la liste. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, on ne peut pas faire du faux nous-mêmes, puisque c'est sur la base d'éléments factuels. Ce sont des documents de l'État que l'équipe du président Laurent Gbagbo s'est effectuée à consulter son parrainage. Mais regardez la question. La CEI dit qu'on a fourni de faux numéros d'électeurs. Alors que c'est sur les sites là que nous avons pris les différents parrains qui ont constitué le lot du parrainage du président Laurent Gbagbo. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Mais eux, ils disent que il y a des faux numéros d'électeurs. Et puis, deuxième point, qu'il y a des parrainages qui ont de fausses CNI. Alors que les 4 CNI là, c'est pas le PPAC ou les autres partis politiques là qui produisent ces 4 là. C'est pas nous. C'est l'état civil. Donc, c'est le gouvernement qui s'en occupe. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, ça veut dire, soit la CEI n'a pas transmis tous les parrainages du président Laurent Gbagbo. Enfin, c'est une éventualité. C'est une éventualité. Je vais chuter pour dire la chose suivante. Toby, celui qui c'est le préfet Toby, il a dit la chose suivante. Il dit le flou autour de la question du parrainage va entraîner des décisions désastreuses. Parce qu'il n'y a aucune clarté. Quand vous dites, il y a 11 000 parrainages qui sont faux, mais donnez-nous au moins la possibilité de faire, même pas un recours, mais d'avoir ne serait-ce que la liste, et puis aller nous-mêmes vérifier si effectivement ces parrainages dont vous dites qu'ils sont frappés du sceau de la fausseté, si cela est avéré. Et Assalé Timoko va adresser cette requête-là dans les jours qui suivent, au fait d'avoir la liste des 11 000 parrainages qui auraient usé de fausses pièces d'identité pour accorder leur parrainage. Je pense que ça va permettre de régler certains problèmes. Parce que c'est sur la base du parrainage ou des parrainages que la plupart des candidats se sont fait éliminer. Ok, donc c'est la petite précision que je voulais faire. Donc je vais passer la parole à Vangelis pour ces 5 minutes. Ensuite, ce sera tendance et équilibre. Vangelis, vas-y. Dana, patiente, hein, juste après, ça va faire, les tours de parole vont faire au maximum 15-20 minutes. Puis tu pourras rebondir et puis bon, on pourra continuer le débat. Donc, Vangelis, vas-y. Bonsoir, Ons. J'espère que ça va. Quelque part, il est dit que l'ennemi de mon ennemi est mon ami. Voilà, l'ennemi de mon ennemi est mon ami. C'est-à-dire que celui que je n'aime pas, là, celui aussi qui ne l'aime pas, c'est-à-dire celui qui n'aime pas, celui que je n'aime pas est mon ami. Et c'est ça. Voilà, c'est de là, en fait, diviser pour régner, c'est de là. Si vous avez bien vu, vous verrez que tous ceux qui ont été acceptés là, bon, je vais dire, à part Lagou, Awa Don Melo, dès qu'il a dit sa lettre a fuité, et le même jour où il a fait la déclaration pour dire qu'il est candidat, Live TV déjà l'a déjà reçu. Les Daouda, tous ceux-là l'ont déjà reçu. Vous comprenez? Et Simone et Yvé, c'est quelqu'un qui était clopin, mais aujourd'hui, on voit carrément son visage. Ça va? Ça veut dire que ce sont ceux qui se sont détournés du combat et qui sont les opposés à l'opposition qu'on a retenu. Voilà. C'est en quelque sorte pour faire mal à l'opposition. Mais bon, qu'est-ce que ça va créer? Qu'est-ce que ça va changer? Ça va rien créer, ça va rien changer parce que, voilà, le guide président Laurent Gbagbo, il est indéboulonnable. Il est indéboulonnable. Donc, c'est un menu fétin. Voilà, c'est un cheveu sur la soupe. Ça va rien créer. Voilà, ça va rien créer. Mais ceux qui ont accepté de vendre leur âme dans cette élection-là vont tomber avec le régime, c'est ça. Voilà, ils seront grillés. Ils seront effectivement grillés. Moi, ça me plairait que Madame Simone et Yvé disent qu'elle est contente parce que sa candidature a été retenue. Et ça s'arrête là. Ça va? Ça s'arrête là. La limite, quoi, ça s'arrête là. Mais dire que la CEI a fait un bon travail et dire que la CEI a donné les raisons
pour lesquelles les candidatures ont été retenues ou pas retenues, ça ne tient pas. Parce qu'il y a une raison à tout. Même celui qui va faire du mal, là, il y a une raison qui l'envoie aller faire du mal. Mais est-ce que la raison qu'il évoque là est une raison qui est valable pour faire le mal? C'est ça. Donc, il n'y a pas matière à être content comme elle a été. Il n'y a pas matière vraiment à se réjouir. Voilà. Et comme quelqu'un l'a dit ici, c'est elle qui était en train de dire que le 4e mandat n'était pas bon. Donc aujourd'hui, elle va pour cautionner le 4e mandat. Elle ne se plaint pas. Vraiment, c'est pétillant, c'est lamentable. Quand le guide président Laurent Gbagbo fait ces choses, les gens sont en train de l'insulter. Les gens sont en train de l'insulter. Mais le vieillard qui est assis là, ce qu'il voit là, même l'enfant qui est sur l'arbre le plus haut ne peut pas voir ça. On comprend. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas voulu la recevoir à l'aéroport? On comprend. Il y a des choses qui sont cachées qu'on ne sait pas. Moi, je dis toujours, parlable entre homme puis femme, là, faut jamais mettre ta bouche dedans. Si tu veux pas avoir la honte de ta vie, parlable entre homme et puis femme, là, faut prendre ça avec des pincettes. Voilà. Il y a beaucoup de choses que le guide président Laurent Gbagbo ne veut pas dévoiler présentement. Peut-être que plus tard, il nous dira ce qui se passe. Sinon, il y a des dossiers qu'il ne veut pas dévoiler. Parce que s'il dit certaines choses, ça sera tellement terrible, horrible, qu'on aura du mal même à croire, à comprendre. Et j'en veux pour preuve, Soro lui-même, il dit que dans cette histoire-là, s'il parle, c'est le président Gbagbo seul qui va sortir blanc. Ça veut dire beaucoup de choses. Or, le président Gbagbo, il était avec beaucoup de personnes, les Blé Goudé, Simone et tout ceux-là. Mais pourquoi il dit que s'il parle, c'est Gbagbo seul qui va sortir blanc? Aujourd'hui, là, voici les audios de Ambak qui commencent à sortir un peu bientôt, là. Nous tous, on aura ça. Mais ce sont de grandes révélations qu'il est en train de faire. Mais supposons que Soro Guillaume ne se taisait pas et qu'il voulait faire sortir des dossiers, mais ça allait être terrible. Donc, le guide, il sait ce qu'il fait, il sait ce qu'il dit. Quand j'ai fini de dire ça, je vais revenir un peu sur le Conseil constitutionnel. Je ne sais pas, ces gens-là, vraiment, le problème qu'ils ont, parce que ils ont un problème avec ce qu'ils ont créé eux-mêmes, ça leur pose problème. Vraiment, c'est vraiment compliqué. C'est vraiment compliqué. Voici, il y a deux choses. Il y a la Constitution et il y a le Code électoral. Alors, dans cette histoire-là, qu'est-ce qu'on doit suivre? On doit suivre la norme suprême qui est la Constitution, ou bien on doit suivre le Code électoral. Bon, ils font les deux ensemble. Hein. Quand ça les arrange, c'est Constitution. Quand ça les arrange, c'est Code électoral. Mais en utilisant même les deux, ils violent toujours. C'est-à-dire que vraiment, je sais pas, ce parti-là a un problème avec le respect vraiment de la loi. Franchement, c'est compliqué, c'est compliqué. On va lire ici l'article 127 de la Constitution. Voici ce que l'article 127 de la Constitution dit. L'article 127 statue sur l'éligibilité des candidats à l'élection présidentielle. Il arrête et publie, le Conseil constitutionnel, ça va? Voilà, est compétent pour statuer sur l'éligibilité des candidatures à l'élection présidentielle. Article 127 de la Constitution. Hein. Il arrête et publie la liste définitive des candidats 15 jours avant le premier tour. Après que la commission indépendante chargée des élections ait vérifié les dossiers et publié la liste provisoire. Ça veut dire quoi? Lorsque le Conseil constitutionnel, selon l'article 127 de la Constitution, doit publier la liste définitive d'une présidentielle, n'est-ce pas? Pour le premier tour, là, il faut que le Conseil constitutionnel le fasse du moins 15 jours avant les élections présidentielles. Ça veut dire que la liste définitive qui a été publiée le 8, là, devait être publiée le 10 octobre. Puisque les élections, c'est le 25 octobre, la liste électorale définitive devait être publiée le 10 octobre, ce qui n'a pas été le cas. Et eux, ils nous font dire que l'article 56 de la Constitution le dit. Mais de toute manière, l'article 56 du Code électoral du moins, voilà, l'article 56 du Code électoral. Mais l'article 56 du Code électoral, là, le Code électoral n'est pas au-dessus de la Constitution. Mais voyons un peu ce que dit le Code électoral. On va lire ce que dit le Code électoral par rapport à l'article 56 de la Constitution. D'accord, évangéliste. Et puis tu chutes sur ça, comme ça les autres pourront aussi rebondir là-dessus. Merci. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci.
Voici ce que dit l'article 56. Le Conseil constitutionnel établit la liste des candidats après vérification de leur éligibilité. Il arrête et publie la liste définitive des candidats 45 jours avant le premier tour du scrutin. Ça, c'est ce que le Code électoral dit en son article 56. Le Conseil constitutionnel publie la liste définitive là, 45 jours avant. Mais quand on prenne la Constitution en son article 127, quand on prenne même le Code électoral en son article 56, le Conseil constitutionnel a foiré. Parce que le Conseil constitutionnel a proclamé la recevabilité puis l'éligibilité des candidats le 8 septembre. Or, du 8 septembre au 25 octobre, comme ils ne veulent pas appliquer la Constitution, ils veulent plutôt rester dans le Code électoral, du 8 septembre au 25 octobre, ça ne fait pas 45 jours, ça fait 47 jours. Du 8 septembre au 25 octobre, ça fait 47 jours. C'est-à-dire, là encore, ils se sont plantés. Vous voyez un peu. Donc, ils ont vraiment un problème à respecter les lois. Oh, je vais finir par cette citation de Rousseau qui dit que le respect des lois qu'on s'est soi-même prescrites est liberté. Le respect des lois qu'on s'est prescrites est liberté. Donc, si on ne respecte pas la loi là, que nous-mêmes nous sommes prescrits, par ordonnancement, ils ont modifié le code électoral, ils ont modifié. Maintenant encore, ce que vous avez modifié là, respecté, ils ont un problème encore à respecter ça. Vous voyez, c'est pas un état qu'on doit suivre, c'est vraiment pas un état qu'on doit faire confiance. Donc, Hans, voilà, moi, je vais m'arrêter là. Merci. Merci beaucoup. Merci, Évangéliste. Ok, sans plus tarder. Tendance. Vas-y, Fogé. Après, ce sera équilibre. Et puis, on refait la distribution. Il y a mon Afrique aussi qui vient d'arriver. Donc, on va passer avec tout à l'heure. Donc, Tendance, vas-y. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir mon frère Hans, bonsoir Dana. J'espère que vous allez bien. Tanguy, bonsoir mon frère Teradis et puis ma soeur Virage. J'espère que vous allez bien. Alors, moi, ce que je vais dire déjà d'entrée de propos, tapotez le live parce que j'ai un message à faire passer. Voilà, mon frère Hans, opération Népal. Opération Népal. Opération Népal. Voilà. Nous sommes tous des Népalais en ce moment. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Opération Népal. Ce n'est pas à discuter, à négocier. Tout à l'heure, quand ma soeur Tendance parlait, nous étions pratiquement à 300 personnes, 400 personnes connectées. Donc, il faut qu'on retourne à ces 400 personnes connectées parce que j'ai un message à faire passer. Opération Népal. Voilà. Laissons les histoires de Hans a porté lunettes, il est beau, il est choco, c'est un joli garçon, tout et tout. Laissons tout ça là. C'est Opération Népal. C'est de ça qu'il s'agit. Non au 4e mandat. Tanguy a porté lunettes, il a porté chapeau. Laissez tout ça là. On va parler du droit, pas de droit. Bon, je vais vous dire une chose. Pourquoi je parle ici? Déjà, nous savons tous ici, là, ici ce panel là, les 267 personnes connectées là, le droit n'a pas été dit. Bon, donc finalement, c'est quoi on va venir dire encore? Le droit n'a pas été dit. Il n'y a pas quelqu'un ici. Même ma soeur Dana qui est là, elle ne peut pas me dire que le droit a été dit. Voilà. Personne ici ne peut me dire que le droit a été dit. Tanguy, Teradis, Dana, Virage, le droit n'a pas été dit. Donc, quand le droit n'a pas été dit et qu'on viole le droit du peuple, on viole le respect du peuple, on viole la souveraineté du peuple, mais qu'est-ce qu'il faut maintenant? Mais c'est le Népal. C'est le Népal qu'il faut maintenant. C'est de ça qu'il s'agit. Attends, de vous à moi, on va venir élucubrer là. Oui, quand Assalé Timoko fait le décompte, on se retrouve, le Conseil constitutionnel parle de, comment on appelle ça, mais quand on prend les omis, parce qu'il y a faux numéro de carte d'identité, mais qui délivre les cartes d'identité là? Je ne sais pas si c'est le PPACI qui délivre les cartes d'identité ou bien si c'est le PDCI. Mais qui délivre les cartes d'identité? Donc comment ça se fait qu'il y a des faux numéros de carte d'identité, il y a des faux numéros d'électeurs? Bon, s'il y a des faux numéros d'électeurs, pourquoi donc on refuse de faire un audit de la liste électorale? Parce que ceux qui ont parrainé avec le numéro d'électeur. Maintenant, comment on peut venir nous dire que les numéros d'électeurs sont de faux numéros d'électeurs? Il y a un problème. Bon, ça c'est un fait. Je passe, j'ouvre une autre fenêtre. On nous dit que tous ceux qui ont été, je vous donne l'information, tous ceux, l'observation en fait, pas l'information, l'observation, tous ceux qui ont été irrecevables, donc rejetés, vous constaterez qu'il y a toujours eu problème sur les histoires de parrainage.
Mais regardez tous ceux qui ont été retenus. Zéro défaut sur les parrainages. Bon, pour moi, en fait, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Je ne sais pas si ça vous a effleuré l'esprit. Tous ceux qui ont été retenus là, quand on arrête la groupe, bon, parrainage, recevable. RHDP. Bon, le RHDP même là, c'est à quel moment ils ont fait le parrainage? Dites-moi. C'est à quel moment le RHDP a été sur le terrain pour faire parrainage? Ça, c'est un. De deux. Quand on te dit, par exemple, qu'à Salé Timoko, il y a eu doublon, il y a eu faux numéro de pièce d'identité, il y a eu faux numéro de lecteur, il y a eu temps, irrecevable. C'est Awa Don Melo, là, en moins de 2 semaines, lui, tous ses parrainages sont OK. Il n'y a pas de doublon. Donc, lui, il a fait comment pour sélectionner les parrains qui n'ont pas de problème avec leur pièce d'identité et qui n'ont pas de problème avec leur carte de lecteur. Dites-moi, comment ça peut se faire en moins de 2 semaines? Question. Comment ça peut se faire? RHDP, zéro souci sur les cartes d'identité, les numéros de cartes d'électeurs, tout et tout, zéro souci. Ils passent, tous ceux qui ont été retenus passent haut les mains. Et le reste là. C'est à quel moment, tu as soulevé une très belle question, c'est à quel moment le RHDP même a fait les parrainages? On n'a rien vu, il n'était même pas présent lors des réceptions de kits de parrainage, on sait absolument on les a même, effectivement, on les a même pas vu prendre les tablettes de parrainage, on les a, rien. Un coup, on dit non, ils ont eu le taux de parrainage, et puis il n'y a pas de doublon, il n'y a pas de faux numéro de carte d'identité, il n'y a pas de faux numéro d'électeur. Donc il n'y a que dans le camp du RHDP que les gens n'ont pas de problème. Il n'y a que dans le camp de tous ceux qui ont été retenus qu'il n'y a pas de problème. Mais qu'à cela ne tienne, moi j'ai dit, on est arrivé au stade de la motion Népal. Toute la Côte d'Ivoire doit se transformer en Népal. C'est moi qui vous dis ça. Ouais. Voilà. Ouais. Moi je dis et je répète, c'est le lion de Dieu. C'est pas comme les gens qui sont dans l'Occident, qui sont dans la diaspora. Moi, là, je suis en Côte d'Ivoire. Je dis Opération Népal. Opération Népal, c'est à ce stade qu'on est arrivé. Pourquoi je le dis? Quand la dame parle de ceux qui sont retenus, elle annonce les candidatures. Merci pour tous ceux qui envoient les cadeaux au live. Merci de faire monter le live. C'est le lion de Dieu qui parle. Voilà. Arrivé sur le RHDP, elle n'énonce aucun article de la Constitution qui dit que le monsieur a le droit de se représenter. Je ne sais pas si vous comprenez en fait dans quelle forfaiture on est. Rien. Elle dit juste qu'il est recevable. C'est point, c'est fini, on passe à autre chose. Mais arrivé sur le cas du président Laurent Gbagbo, Effectivement. comment le président Laurent Gbagbo ne réussit pas à avoir les 1% requis par la CEI? Aïe, est-ce qu'on sait de qui on parle même? Même le PDCI avec Dia Oufoué, lors d'une sortie populaire, a dit Laurent Gbagbo, c'est Laurent Gbagbo. C'est l'homme dont on a bombardé la maison. Et puis il est encore là. Est-ce que les gens savent de qui il s'agit? Et puis c'est Laurent Gbagbo qui n'arrive pas à avoir 1% de l'électorat. Et puis Henriette Lagou, Henriette Lagou, donnez-nous la liste de tous ceux qui l'ont parrainé, on va vérifier quelque chose. Il dit. Oui. Awa Don Melo là, donnez-nous la liste, on va vérifier quelque chose. Maintenant, prenons même le cas même d'Assalé Timoko. Vous dites que c'est 33 000 personnes qui l'ont parrainé. Il y a eu 11 000 rejets. Tout. Quand on fait les calculs, ça fait 34 000 personnes. Donc vous êtes dans le faux. Vous dites 33 000. Mais quand on additionne le nombre de personnes retenues pour le parrainage, plus le nombre de personnes rejetées, ça fait 34 000 personnes. Donc vous dites que c'est 33 000 personnes qui l'ont parrainé. Maintenant, lui, il dit qu'il a mis 3 000 personnes à côté en réserve pour les cas de fraude, les cas de comment on appelle ça, de doublons et autres. Les 3 000 personnes, elles sont passées où? Donc si on est à 34 000 personnes, plus 3 000 personnes, ça devait faire 37 000 personnes. Maintenant, comment vous pouvez nous dire que Assalé Timoko a été parrainé par 33 000 personnes? Où sont passées les 4 000 personnes? Où sont passées les 4 000 personnes? Ça, c'est un fait. Donc, tous ces éléments sont la preuve d'une machination et puis d'une décision arbitraire et d'une volonté unique. C'est-à-dire que c'est un individu qui dit, bon, je veux que lui soit candidat et que je veux pas que lui soit candidat. Moi, je ne veux même pas m'attarder sur le cas même de Dame Yves Gbagbo. Je veux m'attarder sur le cas du Népal. Nous sommes au stade du Népal. Népal bis. C'est ce qui va se passer. Parce que ce que les gens ne comprennent pas, c'est que nous sommes en train de perdre notre pays. Je vous dis la vérité. Un quatrième mandat serait quoi? Justifier toute forme
d'injustice, d'illégalité, serait de justifier quoi en fait? De vous à moi. De justifier quoi? Mettez ça au niveau de la géopolitique. Les mêmes Occidentaux qui s'étaient opposés au troisième mandat, aujourd'hui disent quoi? Mon frère Hans, excuse-moi, hein, je vais t'indexer directement, parce que tu es lors du panel. De toi à moi, les mêmes Occidentaux qui s'étaient opposés au troisième mandat, là, comment ça se fait qu'ils sont silencieux face à un quatrième mandat? Moi, je ne comprends pas ça. C'est-à-dire, pour compter de 1 jusqu'à 4, il faut passer par 3. Tu n'acceptes pas 3, mais tu acceptes 4. Ça veut dire quoi, en bon français? De vous à moi. Ça veut dire quoi? C'est le PDCI qui n'arrive pas à boucler parrainage. C'est PPACI en Côte d'Ivoire aujourd'hui qui n'arrive pas à boucler parrainage. C'est, attends, de vous à moi. Non, c'est un foutage de gueule. C'est pour ça que j'ai dit opération Népal. Voilà, comprendre qui pourra comprendre. On ne peut pas laisser ça passer. Parce que, aux 340 personnes connectées là, si vous laissez ça passer, c'est qu'en 2030, vous allez encore laisser passer. C'est clair et net. Ça ne souffre d'aucune bavure. Si vous laissez passer en 2025, avec tous les dinosaures, Laurent Gbagbo sur le terrain, Thiam sur le terrain, vous laissez passer, ça voudra dire 2030, laissez passer. 2035, laissez passer. 2040, laissez passer. 2045, laissez passer. C'est tout. C'est ce que ça veut dire. C'est ce que ça veut dire. Il n'y a pas autre chose que ça. Si on a laissé cette forfaiture passer, c'est que tout avec le RHDP va passer. D'ailleurs, même je me demande si on sera encore dans un régime démocratique, un régime populiste où c'est le peuple qui doit décider, mais on sera dans un régime parlementaire. Voilà. C'est pourquoi, Hans, je t'annonce dès maintenant qu'ils ont déjà dit qu'ils ne vont pas faire de révision de la liste électorale, ils ne vont pas faire de RLE, même après les élections. Pourquoi? Parce qu'ils sont majoritaires à l'Assemblée. Et pourquoi ils ne vont pas faire de RLE? Parce qu'ils vont faire passer, basculer d'un régime, comment on appelle ça, de vote des citoyens à un régime parlementaire. Ouais. Voilà, c'est ce qu'ils veulent faire. Une sorte de parti unique, une sorte de royauté. C'est eux qui sont là, qui décident de tout, machin, tout, et puis bon. Basta, comme au Togo. C'est ce qu'ils veulent faire. Voilà, c'est une monarchie, c'est un royaume. Et puis c'est fini. C'est fini. Quand vous voyez aujourd'hui, photocopie qui sort aujourd'hui sur tous les médias, tous les réseaux sociaux, tout et tout, on ne laissera pas place au désordre, machin, tout. Mais ça veut tout dire. Ça veut tout dire, mon frère. Donc, c'est clair, je ne vais pas être long, je ne vais pas monopoliser la parole. Mon frère, je suis venu lancer la lettre pour dire aux gens, Opération Népal. Nos leaders disent que c'est pas le... Si on a compris ce que Opération Népal veut dire là, à nous de prendre les décisions, à nous de prendre le devant de la scène. J'ai tout dit. Vous qui êtes dans la diaspora, vous qui êtes en Occident, vous qui, on peut taxer de oui, venez sur le terrain, montrez-leur que vous avez la capacité de venir sur le terrain. Je vais entendre des motions de regroupement de tous ceux qui ont la capacité de prendre leur vol pour venir en Côte d'Ivoire. Parce que c'est ici que ça se joue. Le Népal, là, ça ne s'est pas joué en France. Je vais vous dire la vérité, mon frère. Pardon, il ne faut pas que tu me couper la parole. Les marches que vous faites à Trocadéro, là, ça a apporté quoi comme résultat? Non, ce soir, je vais parler. Donne-moi encore 2 minutes seulement. Les marches qu'on fait à l'international, ça a apporté quoi comme résultat? Draman s'en fout. Il s'en fout éperdument de toutes nos marches. Excusez-moi, ne me coupez pas la parole. Ça a apporté quoi comme résultat? Au Népal, là, ce qui vient de se passer, où tous les ministres ont fui, le gouvernement a fui, ils ont brûlé le palais de la présidence, tout et tout là. Ils ont marché en France, ils ont marché aux États-Unis, ils ont marché au Brésil, ils ont marché pour dire qu'on se plaint, on n'est pas d'accord, tout et tout. Ils ont pris leurs responsabilités. Donc, en tout cas, pas pour dire que ce que vous êtes en train de faire, je ne suis pas d'accord, mais j'estime que les marches en France là, moi, j'en ai que dalle. C'est sur le territoire ivoirien que ça se passe. C'est ici que les arrestations se font. C'est ici que le pouvoir muselle les gens. C'est ici que tout se passe. Donc, de grâce, s'il y a possibilité que vous lanciez des motions pour que tout le monde descende en Côte d'Ivoire pour libérer notre pays, il faut le faire. Sinon, marche à Trocadéro, là, Macron s'en fout, la France s'en fout, les Occidentaux s'en foutent. Depuis où on marche, là, les Occidentaux, là, ils ont dit quoi? Dites-moi, qu'est-ce que les Occidentaux ont dit qui devrait nous amener aujourd'hui à croire que nos marches au Trocadéro, là, vont apporter quelque chose? Dites-moi. Rien. Donc, mes frères, je ne pense pas que si vous avez pris un vol, un cheptel, tout et tout, vous êtes en train... Je ne pense pas qu'on va vous arrêter, vous tous, vous mettre en prison. Ce n'est pas possible.
Au contraire, ce sera la preuve que les Ivoiriens n'en veulent plus. Les Ivoiriens en ont marre. Les Ivoiriens sont décidés, ils ont décidé de venir dans leur pays. Voilà, c'est ce que moi je dis, c'est ce que le Lion de Dieu dit. Voilà, personne ne pourra vous arrêter à l'aéroport. Prenons le cas, le président Laurent Gbagbo, il n'a pas en Côte d'Ivoire. Cette nuit même là, il ne va pas dormir, il ne va pas se réveiller demain. Qui l'a arrêté? Les gens veulent mener un combat et puis ils disent, oh non, oui, on va faire, on va faire, toujours, yo. Et puis ils sont là-bas. Les gars, venez au pays, venez. Personne ne peut vous arrêter. Où c'est, je dis, quand c'est mélangé là, c'est dans le mélangement, chacun peut en tirer pour lui. C'est moi qui vous dis ça. Voilà, je m'arrête là. Merci Hans. Merci. En tout cas, aujourd'hui, vraiment, je t'ai pas reconnu. Pas de la mauvaise des façons, en tout cas, mais de la meilleure des façons. Parce que j'ai vu que le ton a changé, la posture a changé. Et je pense que c'est ce qu'il faut. Maintenant, tu as donné ton point de vue sur un certain nombre d'actions qui sont menées et à l'extérieur du pays. Mais je pense que, tu sais, la lutte, elle est multiforme. Voilà. Ton point de vue est entendable. Et c'est vrai, il faut vraiment créer je dirais, cette espèce-là d'engouement où on puisse apporter encore plus de force à ce qui se fait sur le terrain en Côte d'Ivoire. Et je suis d'accord avec toi, mais tu sais que le combat est multiforme. Tu sais, par exemple, quand Ouattara n'était pas encore au pouvoir, il était assis à l'extérieur, et je sais que tu es très au fait de l'actualité. Tu as vu comment les gens, ils ont fait des marches avec des pancartes mensongères, hein, ou des pancartes mensongères, où ils ont écrit que Laurent Gbagbo, voilà, trucidait les nordistes et tout ça, et ça a été porté un peu partout. Ça a contribué à salir non seulement l'image de la Côte d'Ivoire, mais à présenter Laurent Gbagbo comme le plus grand des dictateurs. Donc, je vais dire, quelque part, l'un dans l'autre, on essaie de donner de la voix un peu partout. Tu sais que la Côte d'Ivoire n'est pas un pays démocratique, et si jamais, moi-même qui te parle, là, si demain il dit, moi, en Côte d'Ivoire, là, vous m'attachez comme bœuf, on me chicotait, on me jetait en prison. Donc, pour dire qu'en fait, tu as raison, c'est un cri de cœur, mais bon, on continue de se battre sur tous les fronts, on essaie d'occuper l'espace qu'on peut occuper et tout ça. C'est pas que véritablement ces marches-là vont incliner comment on appelle ça, la posture des dirigeants européens, tout ça. Mais c'est une façon on est solidaire. Attends, mon frère Hans, pardon. Attends. Permets-moi, mon frère. Peut-être c'est mon frère, permets-moi. Voilà, permets-moi. C'est ton panel. Tu vas parler tout à l'heure, permets-moi. Les 400 personnes connectées là, moi je vais vous poser une question, répondez en commentaire. Il y a eu 3000 morts en Côte d'Ivoire. Un homme est parti à la CPI, il a été acquitté. Ok. Il est revenu en Côte d'Ivoire. Donc, qui est l'auteur des 3000 morts? Ça, c'est une question. Deuxième question. Pourquoi la CPI ne se décide pas, après 15 ans, 15, il n'est pas dit 2, 3, 4, 5, je dis après 15 ans, à enquêter sur véritablement ceux qui sont les auteurs de ces crimes? Vous allez comprendre le fond de ma pensée. C'est le Lion de Dieu, ça ne chauffe pas. Je suis en Côte d'Ivoire et puis il parle. Donc, on se retrouve face à une hypocrisie des nations internationales. On se retrouve face à une hypocrisie de l'Occident. À vouloir dire, nous on veut bien faire les choses, faut pas, ils vont penser que c'est nous qui sommes les auteurs de temps, on ne veut pas faire les omelettes sans casser les œufs. Bon, ceux qui ont cassé les œufs hier là, et puis ils sont au pouvoir là, la CPI dit quoi? Hans, mon frère, c'est une question directe. Hein. Bon, que dit même la CPI face à un 4e mandat illégal? Rien. Non, je vous dis la vérité. On est en train de se faire prendre au piège. Le monde entier est contre nous. C'est à nous de nous lever. Peuple de Côte d'Ivoire, Ivoiriens, citoyens, citoyennes. Il y a eu 3000 morts. Gbagbo est parti, on dit qu'il est innocent. Donc, qui est l'auteur? Pourquoi la CPI ne pose pas la question de qui est l'auteur? Et puis on est là, c'est-à-dire que moi bientôt je vais avoir 50 ans et puis bon je vais mourir, bon il y a eu 3000 morts en Côte d'Ivoire, bon personne n'est l'auteur des 3000 morts. Maintenant pourquoi Gbagbo est parti à la CPI? Pourquoi? Dites-moi, mes frères, dites-moi. Donc la communauté internationale, elle sait à quoi, franchement? Parce que si on oriente le combat sur le fait que oui, bon, si nos leaders donnent des mots d'ordre, bon la CPI va venir les arrêter, on va dire que c'est eux. Bon, lui qui est là, Hans, avec les lunettes qu'il t'a portées là, on sait que c'est lui qui est l'auteur des 3000 morts. Non, faut pas. Non, je ne suis pas monté. Non, je suis pas monté pour rigoler même. Je suis même pas monté pour rigoler. Pourquoi lui là? Pourquoi lui il n'est pas inquiété? Pourquoi il n'est pas inquiété jusqu'à aujourd'hui? Le monde entier regarde et le monde entier laisse faire. Pourquoi il n'est pas inquiété?
Cette injustice ne passera pas. Moi, je suis prêt à mourir pour ça. On a 3000 morts. Baba est innocent. Donc, qui est l'auteur de 3000 morts? C'est qui? Je pose la question à 480 personnes connectées. On est en train de partir dans 15 ans, 20 ans, 30 ans. Les gens ont peur quoi, de parler de qui est l'auteur de 3000 morts. Mais il faut arrêter un moment. Il faut arrêter. Il faut arrêter, c'est quoi? Il est qui? Au final, il est qui? Au final, là, il est qui? Il domine le monde entier. Il domine tous les... Comme ton micro, monsieur l'équilibre. Jean, il domine le monde entier. Il domine toutes les institutions. Lui, il est intouchable. Ça fait 20 ans qu'on est dans ça. On a coupé la tête de Toussaint. C'est allé où? Nulle part. C'est quoi tout ça là même? C'est quoi? C'est quoi? Qui a muté son micro? Peut-être qu'il a reçu un appel. Le lion, tu es là? Non, en fait, j'ai tellement mal même que j'ai fermé mon micro. Oh, Frère, j'ai trop... Non, j'ai trop mal, frère. Désolé, hein. Non, il n'y a pas de problème. Là, mon frère, faut pas te fâcher. Il fallait que je me libère. J'ai trop mal. Il n'y a rien à... Il y a pas de filtre. C'est exactement ce qu'on dit là, qui doit être... ce qu'on ressent qui doit être dit. Donc, mon frère, il faut même pas t'inquiéter. Je suis tout à fait d'accord avec beaucoup de ce que tu as eu à dire ici. Vraiment, merci. Équilibre. Je sais que tu es impatient de prendre la parole, mais il y a la seule dame qui est sur le panel. Dana, j'espère que tu comprends un peu la situation dans laquelle nous nous trouvons. Tu vois, on est dans une situation inédite et on souffre énormément de cette dictature, mais qui n'a pas de visage. Tu vois, de cette façon de faire, mais qui fait que les Ivoiriens n'en peuvent plus. On n'en peut plus. Et tu le vois très bien. Tu vois ce qui se passe. Donc, on n'est pas dans un cas de figure où on veut forcément, où on est en train de faire la politique. On est dans un cas de figure où on a besoin que les Ivoiriens libèrent leur pays. Tu vois? Et c'est ça, en fait. C'est ça. Donc, tu vois que les différentes prises de position, tu vois que de plus en plus, nos positions ont été radicalisées et se radicalisent de plus en plus. Voilà. Parce qu'on n'est pas vraiment là pour essayer de justifier ou de comprendre ou alors de mettre en place des stratégies de politique. Non, il y a plus le temps de faire cela. Donc, c'est pour ça que de plus en plus, on appelle véritablement à un soulèvement, on appelle véritablement à ce que les Ivoiriens, en tout cas, se lèvent pour libérer la Côte d'Ivoire. Je vais te laisser prendre ton temps de parole, mais on va raccourcir un peu le temps de parole. C'était le premier tour pour que on puisse avoir plusieurs interactions. Équilibre, je demande, j'implore ton pardon pour cela. Je sais que tu es là il y a longtemps. Permets juste à Dana, comme n'a pas l'habitude d'être avec nous, de rebondir là-dessus. Ensuite, on pourra revenir là-dessus. Dana, vas-y ma soeur. J'espère que tu es là. Hein? Pour moi. Non, je parle de toi. Attends, tout ce qui est là devant mon bruit. Hein? C'est de toi que je parle. Je dis que vas-y. Ah. Donc, attends, donc le truc qu'il a fait là, tu n'as rien pigé. Non, j'ai écouté. Non, désolé. Je disais que donne un équilibre le temps que je finisse de faire ce que j'ai à faire. Mais j'ai comme, s'il peut prendre même 1 minute, le temps que je termine, et puis je vais prendre la parole. Avant de passer la parole à Équilibre rapidement, Tanguy, je pense que tu l'as rebondi ou t'es radis là. Sur l'intervention de Lyon. Bon, écoute, l'intervention est légitime, hein, dans laquelle on se trouve. Mais dans tous les cas, l'histoire a montré que les révolutions se font un peu partout dans le monde, quel que soit l'endroit où on peut se retrouver. Donc, ouais, c'est pas ça qui est important. Je pense que, comme tu as dit, la révolution, elle est multiforme. Mais ce qui est important même de noter, ce sont les incongruités du Conseil constitutionnel. En termes de calcul arithmétique, à ce niveau-là, on peut pas se tromper. Il a dit, il a bien signifié, quand on fait même le cumul, on prend le cas d'Assaïd Timoko, parce que lui, il a rendu son truc public en dehors d'aujourd'hui, avec le PPACI, qui a rendu aussi certaines choses publiques. Mais quand tu fais le simple calcul des parrainages, d'accord, entre les 11 558 parrainages invalidés, d'accord, et les parrainages validés de ADCI qui sont à 23 183, on obtient un total de 34 741. Or, le Conseil constitutionnel dit, pour les 17 régions de district qu'ils ont choisi, ils disent 33 727. Ce qui fait, alors qu'il faut 35 336. Quand tu fais juste le calcul arithmétique, c'est une incongruité, mais pire. Lui, il a fait une capture Excel de ce qu'ils ont fait comme boulot. Selon le Conseil constitutionnel, Assaïd Timoko et ADCI auraient déposé 34 741 parrainages. D'accord? Selon le Conseil constitutionnel. Alors que ils ont déposé en réalité 41 906.
Donc déjà, en termes en termes de début même déjà d'opération, ils ont déjà un gap, d'accord? On leur vole pratiquement entre 6 000 et 7 000 parrainages. On leur vole naturellement entre 6 000 et 7 000 parrainages. Et c'est la même chose que Maître Abiba a expliqué aujourd'hui en conférence en ce qui concerne notre parti, le PPACI. C'est grave. Comment est-ce que des gens déposent 41 906 parrainages et le Conseil constitutionnel dit qu'ils ont déposé 34 741 parrainages? C'est inimaginable. C'est inimaginable. Il y a un gap naturel. Puis, on dit que, pour le cas de la Salette, c'est mon coup toujours, hein, on dit qu'il y a une fraude, d'accord? Il y a des cartes d'électeurs qui sont, il y a des numéros de cartes d'identité qui sont fausses. À 11 558. Écoutez bien. 11 558. Alors de deux choses l'une. Ou de trois choses l'une. Soit, c'est ce qu'on appelle en termes informatiques, on fait des typo errors. D'accord? C'est-à-dire que lors de la saisie, durant les parrainages, les agents d'ADCI là, qui ont fait la saisie des parrainages là, ils ont fait ce qu'on appelle des typo errors. Des erreurs de typing. Est-ce que vous croyez que des gens puissent faire plus de 11 000 erreurs de saisie, considérant que ils ont fait un travail de checking back? C'est impossible. 11 000 erreurs de saisie, c'est impossible. Après contrôle, c'est impossible. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ça veut dire que les agents d'ADCI ont fait naturellement du faux sur les pièces d'identité, qui est très grave. Mais du faux sur 11 558, c'est très grave. La troisième chose, c'est que il faut savoir qu'on dit 11 558 de faux numéros de carte d'identité, mais on n'a pas dit 11 558 de fausses cartes d'électeurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les 11 558 personnes sur la liste de parrainage de la Salette Semoko, dont le Conseil constitutionnel dit qu'il y a une irrégularité, il y a une fausseté, il y a une fraude au niveau des cartes d'identité, sont sur la liste électorale. Je ne sais pas si vous comprenez. Ils sont sur la liste électorale. Donc, comment est-ce que si à Salette Semoko n'a pas fait d'erreur de typo, si ces agents ne sont pas assis dans une salle enfermée pour inventer des numéros de carte d'identité, ce qui serait grossier d'ailleurs, mais les gens sont sur la liste électorale. Ça veut dire que, et on l'a dit d'entrée de jeu, on a des gens sur la liste électorale dont l'identité est fausse. Et ça, on le sait depuis. On l'a démontré depuis. On a démontré depuis qu'on a sur 8 millions et des poussières d'électeurs, on a 6 millions et des poussières d'irrégularité. À quelle élection on parlait comme ça? Donc c'est à juste titre que lui, il demande à ce que, bon, donnez-moi ma liste des 11 000 qui est fausse là, moi, je vais me corriger. Si c'est mes gars qui ont fait une erreur, on va voir. Si c'est l'erreur vient de chez vous-même, on va voir. Et vous allez voir qu'on va répondre à ça. Et c'est pareil pour le PPACI. Je suis sûr que c'est pareil pour Afingue ça. Et puis, excusez-moi, quand on parle de doublons, on fait des doublons qui? On fait des doublons sur l'échantillon présent des personnes à parrainer. Quand on fait le calcul des doublons, est-ce qu'il y a un match? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les doublons qui ont eu lieu et qui ont été constatés n'ont été que des doublons entre les personnes qui ont été éliminées de la liste électorale. Du fait des parrainages. Quand vous calculez les doublons constatés, il n'y a aucun matching. Il n'y a aucun matching. Aucun. Ça veut dire que les personnes qui ont été élues là, elles n'avaient pas de doublons. Hein. Qui ont été éligibles, qui ont été recevables là, eux n'avaient pas de doublons. Extraordinaire. Donc les doublons, c'est-à-dire les doublons sur le PPACI viennent essentiellement soit de la Salette Semoko, des 55 autres candidats qui sont ici éliminés. That's a shame. C'est une honte. Donc, en termes de calcul arithmétique, 0 à la base, 0. Abiba l'a démontré aujourd'hui, Salette Semoko l'a démontré hier, c'est 0. En termes de voix volées, c'est-à-dire qu'en termes de départ d'opération, sur le total des parrainages déposés, il y a un écart défavorable entre ce que les candidats ont déposé et ce que la CEI déclare. Sur les propres incongruités de la CEI, ok, le total requis pour le pourcentage, le calcul est faux.
Carrément faux. Chez Assatemo Koulé, 1%, là, il calcule en 33 727. Chez nous, on dit c'est 70 033. Il y a des écarts. Il y a des écarts. Chez Assatemo Koulé, il y a 2000 et quelques écarts. Chez nous, c'est monstrueux. On a déposé 125 000 parrainages. On nous déclare, je ne sais plus combien. En fait, à ce niveau d'institution, l'erreur, ce type d'erreur, c'est basique, c'est inadmissible. Même un enfant de CM1 sait calculer. C'est inadmissible. C'est inadmissible. Et quand on fait le calcul des doublons, là, ça doit matcher aussi. Ça ne matche pas. It doesn't make any sense. Donc ça, je voulais le dire, juste pour répondre un peu, pour dire un peu ce que... Je sais que le PDC va sortir, c'est ça m'a tué, mais le PPACI, dans les heures qui arrivent, vont faire sortir le fichier, les mondes ça public. Les mondes ça public. Donc, c'est pas possible. Et c'est contre tout ça là qu'on se bat. Voilà un peu ce que je voulais dire, sans monopoliser vraiment la parole. Merci. Merci Tanguy. Et- Vraiment extraordinaire. C'est une très, très belle démonstration. Oui, Domi, il n'est pas dans les deux. Ah, tu voulais donner la parole à Domi? Non, elle est pas, non, elle m'interpellait là, donc je lui disais juste. Oui, vas-y. Ah, ok. Merci, Tanguy, merci. Bah, écoute. Merci. Ça doit faire l'office même d'un panel discutable. Vas-y, Dana. Moi, je vous ai expliqué que, en fait, Le panel, c'est ça. ce que je On va trouve bien un prendre peu les chiffres du de... PPACI, là, plus la salle, et puis on va faire panel. Hein? Tu m'as appelé? Hein? Ce que je trouve un peu de regrettable, c'est que nous soyons là juste à constater les dégâts. Et comme je l'ai dit dans ma première prise de parole, c'était évident. C'est-à-dire que c'est flagrant, c'est patent. Mais au-delà de dénoncer, au-delà de constater, ok, le véritable problème se situe, c'est qu'est-ce qu'on fait? Et c'est ce que je reproche d'ailleurs aux oppositions, en particulier africaines francophones. On est toujours en fait sur la réaction au lieu d'être dans l'action. Cette méthode utilisée par M. Ouattara, c'est des méthodes datant d'autres cieux. C'est-à-dire, on a une expérience factuelle par le bilan de principe de ces méthodes-là qui ont été orchestrées par les premiers régimes qui ont donné la possibilité à nos États de devenir des cités-nations. Ok, vous allez constater, exemple, cela au temps du parti unique, du PDCI, de Nanon Okwe, vous allez venir au Gabon chez moi, vous allez remarquer que, bon, peut-être que c'est pas Bongo, c'est Léomba qui a été le père, mais en 67, Bongo va déployer une machine politique qui va pérenniser le pouvoir pendant 56 ans. La preuve en est, c'est qu'aujourd'hui, le régime d'Ali Bongo est tombé, mais je peux vous garantir que le système demeure. Ok, donc, moi, ce que je déplore, c'est que nous savions pertinemment, et je le disais l'année passée lorsqu'on se rencontrait dans différents panels, et d'ailleurs, c'est dommage, j'aurais voulu saluer justement le réalisme et le pragmatisme politique donc des militants de monsieur, comment vous l'appelez, Assiame Tiemoko, désolé si je corse son nom, parce que eux, contrairement aux autres, ils étaient pragmatiques dans le sens où ils savaient que la situation électorale était évidente. L'expérience des choses nous a démontré, puisque c'est un jeu auquel nous avions décidé volontairement de participer, aller à l'élection, sachant que les dés sont pipés et que nous ne sommes pas les partisans de la violence comme ceux qui sont arrivés à la tête de la Côte d'Ivoire avec des armes et des rebelles. Donc, nous devions être préparés à toute éventualité. Maintenant, je voudrais répondre à ma sœur, le virage qui a essayé de vouer aux hégémonies la participation aux élections de Madame Simone Eivet. Vous savez, Madame, il faut faire face à la réalité. C'est-à-dire, autant Madame Eivet a effectivement des erreurs dans son parcours auprès de Monsieur Gbagbo, autant il faudrait qu'on sorte du culte de la personnalité. Et c'est ce que je trouve de tellement dommage, parce que on veut idéaliser par principe, et je peux comprendre qu'il y a une certaine valeur de reconnaissance par rapport au personnage, et là je parle de la personne propre de Monsieur Laurent Gbagbo, mais vouloir aujourd'hui insinuer que c'est uniquement Monsieur Gbagbo qui serait la référence d'influence, je suis désolée. Madame Eivet a participé par son engagement, parce que je condamne avec la plus ferme énergie qu'on veuille dissocier son appartenance en tant que femme politique. Elle n'est pas que l'épouse de Monsieur Laurent Gbagbo. Et je me suis rendu compte que nul n'est prophète chez soi. Ce que Madame Eivet Gbagbo a été aux côtés de ce monsieur-là, c'est ce que Madame Winnie Mandela a été aux côtés de Nelson. Nelson était emprisonné 27 ans. Elle a été le sacrifice ultime du côté armé de l'ANC. Laisse-moi terminer mon propos, je n'ai coupé personne. Oui, je sais. Voilà, je demande l'amendement du Freedom of Speech. Nous sommes des Nord-Américains. Laissez-moi parler. Et vous le savez, ici, c'est le Freedom of Speech. On va faire la politique comme les Américains que nous sommes. Donc,
Madame Yves, oui, il y a des choses à lui reprocher, comme on les a reprochées à Winnie Mandela. Mais au-delà de cela, elle a été une partisane et elle a été une militante. Maintenant, l'un des premiers défauts qui se passe dans l'idéologie prônée, parce que j'ai écouté mon grand frère ici faire référence au fait que vous soyez des socialistes, je vous le concède. Mais je suis désolé, repartons aux fondamentaux. Monsieur Laurent Gbagbo n'est pas un politique, il devient politique par une erreur de circonstance. C'est un pur produit du syndicalisme, d'abord, au préalable. D'accord? Il a été un syndiqué. Non, attends, Et le non, problème, non. est-ce que je demande l'amendement? C'est pour ça que je vous ai dit, je vais allumer la télé. Non. Soit on me donne la parole, soit on me la coupe et puis je me tais à jamais. Je demande l'amendement. Attends, même si tu dois, non, même si c'est ton temps de parole. Là, je vais dormir, tu veux pas que je dorme. Il peut avoir. Ferrari ne dort pas. C'est maintenant la télé va s'allumer. Non. Il peut avoir des interactions. Ça ne veut pas autant dire que tu n'auras pas droit à la parole. Ok? Vas-y. Fais attention à tes mots, surtout quand tu parles du leader, du président Laurent Gbagbo. Non, on n'est pas dans le culte. Vous savez qu'ici, on n'est pas dans cette mentalité-là. En train de faire. Et c'est ce que je voudrais qu'on atteigne la maturité politique. Bon, chacun a parlé de quelque chose. Ce n'est pas une erreur de concours de circonstances, hein, si, parce que tu as dit un thème comme ça. Non, je le dis, vous savez pourquoi. Et laisse-moi aller, si tu sais, tu ne peux pas écouter et ne pas me laisser donner une référence de... Non, Dana, non, c'est pas... Non, laisse-moi donner ma référence factuelle, laisse-moi aller au bout, et maintenant tu pourras tirer la conclusion, si je me trompe ou si ce que je dis... Mais laisse-la, elle a qu'à terminer, elle a qu'à terminer. Voilà, donc c'est ça. J'avais l'impression de me retrouver sur un panel des adorateurs qui sont des béliers, où vraiment il faut dire que Ouattara faux, Ouattara manide. Donc, laissez-moi parler. Pourquoi je le dis? Parce que je me rends compte que, en fait, l'élection au suffrage universel est une arnaque qu'on a vendue au système africain universel, dans le sens où, regardez comment le système politique se déploie ici aux États-Unis. Aux États-Unis, ils ont réquisitionné le choix fondamental d'élire le futur dirigeant américain par ce que l'on appelle le Conseil des grands électeurs. Pourquoi? Parce que, qu'on le veuille ou pas, même pour ceux qui sont... Parce que ce que nous faisons aujourd'hui, c'est de la science, mais de la science qui émane de la politique. Vous allez remarquer que, à cette question qui est purement politique, l'Amérique a estimé qu'il faut laisser la particularité fondamentale à des spécialistes de la question politique voter et juger, parce que ce sont des ayants droit. Le suffrage universel est une arnaque, mais alors là, c'est évident, puisqu'on n'arrive pas à s'en sortir. C'est le collège des grands électeurs ici, qui sont des spécialistes, qui estiment que, sur le principe du factuel, c'est eux qui peuvent élire. Je ne dis pas que parce qu'ils le font, et nous savons quelles sont les réalités, nous vivons ici par rapport à cela. C'est pourquoi je vous dis, en Afrique, on a fait ce qu'on appelle un melting pot de tout. Vous allez remarquer que les sociétés civiles, en particularité, et je prends un cas chez moi de référence au Gabon, les leaders de la société civile aujourd'hui se retrouvent à gouverner avec le nouveau dirigeant gabonais. Mais si vous regardez la chronologie de l'ordre étatique, la société civile, pour des questions d'autonomisation, ne peuvent pas aller faire l'amour avec les politiques parce qu'elle doit garder son anatomie de base. Elle doit être celle qui dénonce, être au cœur des populations. Et sa place se trouve où? Dans le Conseil économique et social. Mais aujourd'hui, les leaders de la société civile font de la politique, ils exercent même et gouvernent avec les systèmes. C'est pourquoi je dis, malheureusement, Monsieur Laurent Gbagbo, qui est un pur produit, parce que nous respectons son engagement. Le syndicat de Monsieur Gbagbo, c'était par rapport aux réalités d'une certaine époque qui, malheureusement, continue à exister. Mais il est allé en politique parce qu'à un moment donné, il s'est dit, puisqu'on ne me laisse pas la chance, en tant que syndiqué, de pouvoir changer les circonstances des vérités, parce que c'est un enseignant, moi, je vais aller peut-être exercer le pouvoir exécutif pour essayer de changer de l'intérieur de la machine. Mais si nous avions dressé fondamentalement un système de leadership qui pouvait également respecter la séparation des pouvoirs, je ne vois pas pourquoi est-ce que les syndiqués vont se retrouver dans les politiques. C'est pourquoi moi je monte sur vos panels. Parce que nous faisons de la réelle politique. Il y a des arguments, il y a des échanges et on en sort de là instruit et grandi. Je reviens pour chuter parce que je ne veux pas réquisitionner la parole pendant longtemps. Madame, blâmer aujourd'hui Madame Gbagbo parce qu'elle participe à une élection politique. Madame, je suis désolée. Si vous avez lu les ouvrages de Montesquieu, à Thomas Hobbes, John Locke, en remontant par comment on appelle ça, tous les pères de la philosophie qui sont les ancêtres de la politique que nous faisons aujourd'hui, nous savons que c'est une règle fondamentale en politique.
ok, l'alternative de la chaise vide, elle ne rapporte rien, elle ne produit rien, c'est une évidence. Puisque vous-même, vous aviez voulu accompagner ce 4e mandat, vous savez, à un moment donné, il faut être cohérent avec sa propre démarche. Si vous voulez exclure Madame Eivé, dont j'en suis l'avocate ce soir, de pouvoir participer et peut-être accompagner ce 4e mandat qui est le mandat de la honte, mais je suis désolé, le blâme également se rapporte à vous qui avez essayé quand même d'aller dans le conseil de l'organisation des élections pour aller compétir. C'est parce que Ouattara a utilisé les instruments de la République ivoirienne pour vous invalider qu'aujourd'hui nous nous retrouvons ici dans ce panel-là. Mais vous seriez parti. Sauf que si vous aviez été validé et que Madame Simone Eivé avait été invalidée, vous n'auriez pas pleuré sur son sort. Il faut faire preuve de réalisme et moi je voudrais qu'on soit honnête. Oui, elle va à cette élection parce que elle doit participer, c'est le jeu politique. C'est une femme politique. Et tout le monde savait qu'il faut jouer. Parce que même si on dit Ouattara a triché, d'accord? Comment on le prouve si on ne participe pas? C'est grâce justement à la participation.